Je dirais même pas qu'il est obligé d'utiliser le gras parce que, dit comme ça, on pourrait penser que le sucre, c'est le carburant naturel et que le gras, finalement, c'est le carburant qu'on utilise par défaut quand on n'a pas de sucre. Secondaire. Alors que c'est l'inverse, en fait. C'est plutôt le gras est le carburant naturel, mais le sucre est un carburant toxique. Donc forcément, le corps va utiliser le sucre en premier pour pouvoir l'évacuer du sang le plus Éliminer. rapidement possible. On dit souvent que le sucre, enfin les sucres complexes, c'est pas le même sucre que les sucres, les sucres rapides, mais c'est la même chose en fait. Hein. Tu manges des féculents, c'est souvent de l'amidon. L'amidon, c'est qu'est-ce que c'est? C'est du glucose collé l'un à l'autre, tu vois. C'est comme si tu collais deux bonbons et tu disais ah maintenant qu'ils sont collés, c'est plus les mêmes. Bah non, c'est les mêmes en fait. Hein. On ressent. J'avais des tendinites qui ont disparu. J'avais des tendinites au pied gauche, j'avais des tendinites aussi au pouce à cause du smartphone. Bah, j'utilise toujours le smartphone. J'ai rien que j'utilise plus parce que je réponds beaucoup aux gens pour quand ils ont des questions. Et pourtant, j'ai plus mal au pouce. On donne pas du gras au canard, aux oies pour faire du foie gras. Hein. Qu'est-ce qu'on donne? On donne du fructose. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Alexis Orox qui fait un régime carnivore depuis 2 ans. Il faut savoir qu'il a perdu 23 kilos en 2 ans parce qu'il est venu pour une perte de poids à la base. Il a eu plein d'autres avantages, bien évidemment. Il a aussi écrit un super livre sur comprendre le régime carnivore cétogène. Et donc, on le reçoit aujourd'hui pour qu'il nous décrive tout ça. Bonjour Alexis. Bonjour. Heureux de te recevoir sur la chaîne. Merci, c'est très gentil. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, oui, donc je suis Alexis Orox, l'auteur du livre que tu as présenté. J'ai commencé le régime carnivore il y a 2 ans. À l'origine, c'était pour perdre du poids. Donc, j'avais atteint plus de 100 kilos, donc la barre de l'obésité. Je prenais à peu près 2,5 kg tous les ans depuis 10 ans. Donc, je faisais 75 kilos, je suis arrivé à faire plus de 100 kilos. J'ai essayé plein de régimes différents. Les régimes Weight Watchers, les régimes chrononutrition, diminuer la viande, des régimes sans nom. Mais je prenais toujours 2,5 kg. C'est toujours, on perd du poids au début et on reprend après. Donc j'ai décidé ensuite de tenter le régime carnivore. Au début, j'étais très sceptique. Mais je me suis dit, bon, un régime de plus, on n'est plus à ça près. Hein. Et finalement, ça a fonctionné. Et bien plus que j'aurais cru. J'ai perdu tout mon poids, 23 kilos. Et j'en suis là. Ouais, c'est énorme. 23 kilos. 100 kilos jusqu'à 77. C'est ça à peu près, 76, 76, plutôt 24 en fait. Ouais, moi, en très très peu de temps, alors j'essaye de me souvenir, il faudrait que je relise mes notes, mais moi, quand j'ai commencé le régime carnivore, vraiment les 6 premières semaines, mais je pense que c'était une grosse perte d'eau, mais vraiment en 6 semaines, j'ai perdu 6 kilos, je crois. J'ai fait 1 kilo par semaine. C'était énorme. Et après, j'ai plateau pendant très très longtemps. Là, pareil, moi j'ai perdu, je crois que j'ai perdu 3 ou 4 kilos la première semaine. Mais c'est souvent le cas, il y en a beaucoup qui sont. Il y en a beaucoup qui perdent comme ça plusieurs kilos d'un coup. Et après, j'ai quand même perdu pas mal de. Je dirais que les 3 premiers mois, j'ai perdu 13 kilos à peu près. Peut-être un peu moins. C'est énorme. Perdre 13 kilos en un mois, c'est gigantesque. Quand on a un lourd surpoids, c'est énorme. Et en plus, effectivement, comme tu l'as dit, en mangeant à satiété. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de restriction calorique et pourtant on perd du poids. Ah non, je mangeais entre 800 grammes et 1 kg de viande. Très gras. Très Par gras. jour. Oui, par jour. Essentiellement du bœuf, mais j'essaie quand même de varier avec du porc, un peu de poulet, du poisson. Mais bon, c'était essentiellement du bœuf quand même. Et ouais, j'ai perdu beaucoup de poids. C'est surtout que tu te dis que tu perds pas de muscle, quoi. Tu perds vraiment du gras. Alors qu'il y a d'autres régimes comme ça où j'avais perdu aussi 13 kilos en 3 mois. Sauf que tu perds peut-être la moitié de muscle. Donc au final, tu perds pas grand-chose en fait. Tu perds pas ce que tu veux perdre surtout. Et c'est ça qui est terrible avec l'histoire de la perte de poids. On s'en rend compte beaucoup quand on regarde beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de gens qui disent je perds du poids, je perds du poids. Mais ce qui n'est pas intéressant, c'est pas de perdre du poids de manière générale. On veut pas perdre de la moelle osseuse, on veut pas perdre des bouts d'organes, on veut pas perdre des muscles en fait. On veut perdre seulement du gras. Et le problème de beaucoup de régimes, c'est qu'effectivement, on perd de tout. Bon, un peu de gras, heureusement, mais on perd aussi beaucoup de muscles. Et ça, c'est terrible. Ouais. C'est vrai. Oui, bah, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens hein, quand ils sont en régime hypocalorique, mais c'est difficile à faire comprendre. Puis, ouais, puis plus tu t'affames tout le temps, donc comme tu t'affames, tu as toujours faim. Et tu peux pas tenir, c'est pas possible. Oui. En plus, ça peut être un régime qui se tient à long terme. Comme je dis dans le livre, c'est un régime de bonbons.
on te dit de diminuer les bonbons pour maigrir, peut-être de plus en plus fin. Puis après, on te dit qu'il va falloir monter un petit peu plus les bonbons pour stabiliser. Ouais, mais ça reste toujours des bonbons, hein. Ça reste toujours une alimentation qui fait grossir par nature. À cause notamment de l'insuline. L'insuline. Le glucide et l'insuline, bien sûr. Ils sont liés. L'insuline qui est une hormone anabolisante. Exactement. Et de la leptine aussi, qui est l'hormone de la satiété, donc de la faim aussi, mais aussi l'hormone qui gère le métabolisme de base. C'est-à-dire que dès que tu t'affames énormément, il arrive à un moment donné où la leptine est tellement dans les choux que quoi que tu manges, tu grossis. Il faut plus grand-chose finalement après pour grossir. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est indiqué dans le livre. Oui, je l'ai pas fini. Oui, moi, je me suis beaucoup intéressé dans le livre à la partie vraiment scientifique, c'est-à-dire la partie où on parle des études, la partie où on regarde les études qui ont généré la croyance que la viande est mauvaise pour la santé. Et voir que ces études, en fait, bon, déjà sont très maigres, en plus ont été, non pas une forte, alors tu le diras mieux que moi, une forte valeur de preuve, et qui donc ne sont pas très fiables. Et en plus, la plus grosse étude sur laquelle est basé ce mythe, c'est l'étude d'Anselkis, et je vais te laisser. Voilà, c'est l'étude d'Anselkis, et c'est clairement une étude d'observation. Ça veut dire qu'il a sélectionné. En fait, il a créé un graphique avec à côté le nombre de maladies cardiovasculaires par rapport à la consommation de graisses saturées. Et on voit qu'il a pris 7 pays. On voit que plus on mange de graisses saturées, plus on a de maladies cardiovasculaires. Sauf que c'est un petit filou celui-là. Il y avait 22 pays ou 21 pays au début. Donc ça faisait un nuage en fait. Il n'y avait aucune corrélation. Il a fait sa courbe. Il a enlevé les pays qui ne l'intéressaient pas et a dit: ah, vous voyez, c'est proportionnel. Ouais, on appelle ça de l'escroquerie, hein, mais bon, pour moi, ça a causé des milliers, voire des millions de morts. Hein. Et pareil, en plus, j'adore l'exemple que tu donnes précisément dans le livre, c'est-à-dire qu'on avait 2 super pays qui étaient la France et la Finlande. Ouais. En France, on mange énormément de gras depuis très longtemps. Comme la Finlande, je crois que c'était au même niveau. Voilà, même que la Finlande, sauf qu'en France, on était les deuxièmes moins... Oui, c'est ça, les deuxièmes avec le moins de maladies cardiovasculaires parmi les 22 pays. Du coup, il n'y avait pas la France sur sa courbe. Voilà, donc du coup, il a enlevé la France de ses données parce que ça ne marchait pas. Alors que la Finlande, eux, ils mangent très gras, mais ils meurent de maladies cardiovasculaires. Donc du coup, il les a laissés parce que ça corroborait bien sa théorie. Donc une étude très, très frauduleuse sur laquelle est basée quasiment entièrement cette croyance. Oui, et puis il y a encore beaucoup de cardiologues qui utilisent cet exemple. Hein. Ah oui. Hein. Oui, ils disent: c'est connu depuis longtemps, les graisses saturées, on a vu ça. Non, on a vu ça en 1950 avec Anselkis. Voilà. Ouais. Et en fait, là, tu commences à leur dire: oui, mais enfin, il a choisi ces données. C'est une étude d'observation, c'est-à-dire que même s'il y avait une corrélation, oui, en fait, même ça serait pas une preuve, parce que ils ont pris des statistiques par pays, des statistiques, mais ça veut rien dire en fait des statistiques. Ça dépend comment ça a été pris. En plus, les statistiques par chaque pays ne sont pas calculées de la même manière, donc ça donne une hypothèse. Et ensuite, il faut faire des études expérimentales, ce qui a été fait d'ailleurs par l'étude suivante que tu as lue, l'étude coronarienne du Minnesota. Voilà, on peut en parler aussi, du coup. Si je te laisse, vas-y, parle de oui, donc l'étude coronarienne du Minnesota, en fait, qui d'ailleurs il y avait plusieurs chercheurs, dont Anselkis qui s'y était associé parce qu'il voulait forcément prouver sa théorie. Bon, après, il est parti parce que. parce que ça ne prouvait pas. Donc, non, enlevez-moi. Donc, oui, donc là, c'était une vraie étude expérimentale avec 9000 personnes. Et l'idée, c'était de prouver que les graisses saturées, ça crée des maladies cardiovasculaires. Donc, ils ont fait manger des graisses saturées à certaines personnes, des graisses végétales à d'autres, et pendant plusieurs années, dans les années 70, ils ont mesuré tout ça. Et ça devait être publié en 1979, je crois, ou 78, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Et en fait, ça n'allait pas dans leur sens, donc ils se sont dit: ouais, finalement, on ne va pas publier l'étude. Ils ont attendu 10 ans, en 1989, pour la publier, et pour conclure que les graisses saturées n'étaient pas nocives. Mais ils n'ont quand même pas tout publié, parce que bon, faut pas quand même déconner, tu vois. Et il a fallu attendre 2016 pour que les responsables de l'étude meurent, et que l'un de ses, je crois que c'est un de ses fils, un des fils du responsable fournisse les données. Donc je crois que c'était 60 000 documents, pour qu'en fait on ait la conclusion véritable, l'étude complète avec
au final réelle, qu'il y avait en 1979, hein, qui sont cachés, c'est que moins consommer de... Non, c'était quoi Il y avait les graisses plus végétales. on consommait d'huile végétale, plus le cholestérol baissait, mais plus les maladies cardiovasculaires augmentaient. Donc ça veut dire que, un, les graisses saturées n'étaient pas nocives, mais deux, les graisses végétales, elles, l'étaient. Alors que toutes les recommandations alimentaires depuis les années 70 disaient mangez moins de graisses saturées, plus de graisses polyinsaturées végétales, allez-y avec l'huile d'olive et tout, il n'y a pas de problème. Et la margarine, ouf, encore pire, ça c'est une graisse végétale massacrée, quoi, qui était transformée. Oui. Et voilà, on nous a menti, quoi. Et c'est des folies, je mets l'étude elle est en fin de bouquin. Hein. Il y a les références, évidemment, dans il y a les les références, bien sûr. Celle de 2016 qui a été publiée en entier. Mais c'est scandaleux. Et puis, encore aujourd'hui, alors qu'elle a été publiée en 2016, comme les cardiologues, ils ont été personne ne le sait. Formés depuis 40 ans sur toutes ces bêtises, ils continuent à dire il faut prendre plus de graisses polyinsaturées, arrêter le beurre. Oui. Ouais. Et les huiles, il faut savoir qu'il y a à peu près un siècle, peut-être un peu plus, on n'en consommait pas, ou quasiment pas. C'était pas vraiment dans l'alimentation. Ce sont des graisses transformées. Il y avait l'huile d'olive qui servait à allumer les bougies à la base, mais on ne la mangeait pas. Oui, ou comme lubrifiant pour des usages différents, comme dirait Boris. Voilà, donc ouais, c'est scandaleux. Oui, et c'est scandaleux. Et donc, comme tu l'as dit, en plus, la deuxième chose, oui, parce que tu allais le dire, mais tu t'es arrêté. Mais la deuxième chose que cette étude elle a prouvé, c'est que le cholestérol et les maladies cardiovasculaires ne sont pas liés. Non, pas du tout. En fait, ouais, c'est le problème souvent avec beaucoup d'études, c'est ils essaient de créer de trouver la causalité. Donc, déjà, tu as une corrélation. Dès que tu as une corrélation, c'est de trouver la causalité. Donc, et là, ils ont vu du cholestérol dans les artères. Ils disent, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne le voit pas souvent. LDL aussi, c'est un peu nouveau. On se dit, ça doit sûrement être ça, puisque le reste, c'est des globules rouges et des globules blancs. Ça peut pas être dangereux, les globules rouges et les globules blancs. Donc, je me dis, c'est le cholestérol. Et non, en fait, c'est pas le cholestérol. Pareil, en fait, c'est une conséquence et non pas... c'est pas la cause, en fait. Et ouais, donc, il faut savoir que dans les athérome, il n'y a pas que du cholestérol, il y a aussi des globules rouges, il y a des globules blancs, et en fait, il y a tout ce qui passe, en fait. C'est lié essentiellement à des caillots de sang. Et dans le globule rouge, il y a beaucoup de cholestérol. Il n'y a pas que dans les LDL. Donc, c'est comme ça qu'en fait, ça crée des athéromes. Alors, j'explique bien tout le processus dans le bouquin. Ça fait 30 pages. Donc... Mais ouais, puis c'est essentiellement lié, pour résumer, aux glucides et aux huiles végétales. Et au tabac aussi, ce qui était d'ailleurs la cause principale dans les années 70. Alors moi de ce que j'ai lu, alors moi mes petites recherches personnelles, c'est la glycation des protéines de LDL qui font que les LDL sont endommagés, ne peuvent plus être restockés dans le foie et donc se baladent dans les veines jusqu'à arriver à se coller quelque part sur une paroi et c'est comme ça qu'on crée les plaques d'athérome. Pas exactement en fait. Corrige-moi. Partiellement. En fait, les LDL, c'est des lipoprotéines, des transporteurs de gras. Donc, oui. Ça transporte à la fois les triglycérides, la vitamine D et d'autres vitamines liposolubles. Tout ce qui est gras en fait. Parce que, contrairement à ce que disent certains médecins qui n'ont pas bien écouté leur cours de physiologie, le gras et l'eau, ça ne se mélange pas. Et le sang, c'est de l'eau, en gros. Donc il faut des transporteurs. Les lipoprotéines, elles ont une partie qui se mélange à l'eau, hydrosoluble, et une partie liposoluble qui peut, hydrophile et lipophile, plutôt, qui permet d'accrocher tout ce qui est gras. Donc en fait, elles transportent le gras comme ça. Et elles ont une protéine d'identification, comme tu dis. Je crois que c'est l'APOB100, qui est repéré par le foie. Et oui, donc en fait, c'est comme une plaque minéralogique pour les voitures. Hein. Donc, si le foie ne reconnaît pas, le portail ne s'ouvre pas. Donc, l'hypoprotéine, ce qu'on appelle les lipoprotéines oxydées, enfin les LDL oxydés, oui. Du coup, n'arrivent plus à être recyclées par le foie. Voilà, recyclées. Et du coup, elles se perdent dans la circulation sanguine. Mais en fait, elles ne se collent pas vraiment aux parois. En fait. Elles sont captées par des macrophages qui sont sur les parois. Et en fait, elles sont dissoutes, mais stockées, on va dire, sur les parois. Mais pour autant, c'est pas ça qui crée les athéromes, en fait. Elles sont juste stockées et puis ça ne crée pas de problème. Le problème, c'est que
as les caillots de sang, justement, en fait, c'est surtout des caillots de sang, les athéromes, qui, eux, alors j'explique par quel principe dans le livre, à l'origine, c'est pas censé s'attacher sur les parois, il y a plusieurs mécanismes qui l'empêchent, mais il arrive quand même, dès que ces mécanismes sautent, ça arrive quand même à s'accrocher dessus. Et en fait, l'athérome en lui-même n'est pas spécialement dangereux. Parce que en fait, le corps, si le flux commence à diminuer, il va commencer à revasculariser et à créer en fait, d'autres vaisseaux sanguins pour que le flux continue à passer. Le problème, c'est quand l'athérome se détache. En fait, tu as ton bouchon qui se détache, hop, et puis là, ça bouche l'artère, et c'est là que tu fais un AVC ou une crise cardiaque. Et voilà, en fait, et c'est là qu'intervient les LDL oxydés, c'est qu'elles sont contre les parois, dans les macrophages, et en fait, leur présence crée une enzyme, alors j'ai plus le nom, mais je l'ai mis dans le bouquin, qui en fait va participer à ce que les plaques de calcium se dissolvent et se détachent. Donc en fait, elle participe au fait à l'instabilité des plaques d'athérome. Et c'est ça qui fait qu'elles sont dangereuses en fait. Et donc du coup, ça détache la plaque d'athérome et ça voilà. crée un caillot de sang. Il y a plusieurs choses qui peuvent détacher les plaques d'athérome. Et ça en fait partie. Voilà. Donc, ok. Ouais, j'ai fait un gros pavé de 30 pages sur le cholestérol parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas trop ou de manière un peu vague. Et je trouve que c'est important parce qu'on se dit toujours que c'est pas dangereux, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et là, au moins, on a les noms des hormones, les noms des enzymes, etc., qui interviennent et on sait pourquoi ça ne fonctionne pas. Et on peut faire ses propres recherches là-dessus, bien évidemment. C'est ça. Ouais, donc ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. Je suis allé voir des conférences de médecins, j'ai lu des bouquins. Donc, par contre, il faut trouver les bons médecins qui, eux, sont allés au-delà dans le Celtis, quoi. Bien sûr. Voilà. Il y a des études, hein, des études expérimentales, des vraies études. Hein. Par exemple, les LDL, 75% des personnes qui font des crises cardiaques ont des LDL dans un niveau normal. Oui, donc, tout à fait. Ça n'a aucune corrélation, aucune causalité. Et même, alors je ne sais pas si tu en as parlé dans ton bouquin de celui-là, mais l'étude Dave Feldman et Nicolas Norwitz, qui est très récente. Je ne sais pas. Après, il faut que je regarde, mais. D'accord. Ça a été vu que ça a été publié cette année, c'est ultra récent. Hein, ça doit avoir même pas 3 mois. Hein. Donc, dans ce cas-là, non, tu as écrit ton bouquin avant, donc évidemment. Alors moi, j'avais les résultats préliminaires parce que je m'y intéressais depuis très longtemps. En fait, c'est une étude qui intéresse énormément tout le monde dans le monde cétogène, bien évidemment. Ils ne sont pas carnivores, ils sont cétogènes, eux. Mais ils ont fait une étude sur, effectivement, la corrélation entre le cholestérol et le score calcique, donc les plaques d'athérome dans le sang, etc. Donc, ils ont pris 2 groupes. Ils ont pris un groupe qui mange cétogène et un groupe qui mange totalement normalement. Enfin, quand on dit normalement aux États-Unis, c'est le régime alimentaire américain normal. Voilà, le SID qui est terrible. Et donc, ils ont pris toutes ces personnes-là. Alors, ce qui est génial en plus, c'est que même quand tu es dans un régime normal, le LDL, ton taux de LDL n'est pas corrélé à ton taux de calcification. C'est ça qui est le pire. Tu n'as pas plus de plaques d'athérome. Les besoins de chacun. Voilà. Le LDL, en fait, il faut voir ça un peu comme un globule rouge. Un globule rouge, on a plus ou moins besoin en fonction de ton apport en oxygène. C'est pareil pour le LDL, en fonction de tes besoins en gras ici ou là, ton corps va en créer plus ou moins. Donc, c'est un transporteur. Hein. Le corps s'embête à le fabriquer pour pouvoir transporter ses vitamines, ses triglycérides, etc. Donc, on en a besoin. Et en fonction des gens, ce besoin est différent. Bien sûr. Et en plus, alors, évidemment, parce que c'est ça qu'il faut dire. Donc, évidemment, dans cette étude-là, ce qui a été montré, c'est que les personnes qui sont sur un régime cétogène ont en moyenne un plus gros taux de LDL dans le sang que les personnes qui font un régime normal, entre guillemets. Évidemment, avec des points extrêmes comme des gens qui ont 10 grammes par litre, ce qui est gigantesque, mais ces personnes existent. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes avec 10 grammes par litre de sang de LDL n'ont pas de plaques d'athérome, ou quasiment pas. Ouais, puisque pour avoir des plaques d'athérome, il faut que les artères soient abîmées par les huiles végétales, les glucides, etc. Enfin, tout ce qui est un peu oxydant, ou même certaines statines. Il y a une des études, tu verras dedans, une étude japonaise qui montre que certaines statines ont un effet sur l'ADN et calcifient les artères. Donc ça, c'est génial. On se donne un médicament pour baisser le cholestérol
Ça, c'est pour fort. diminuer le risque cardiovasculaire, alors que le cholestérol, lui, n'a pas de problème, que ce soit les LDL ou le cholestérol, n'a pas de, enfin, n'est pas responsable. Tout ça pour finalement te créer un risque cardiovasculaire. Donc, c'est, bah, donc, oui, donc les LDL ne sont absolument pas responsables. Dès que tu as des LDL saines qui font leur boulot, bah, d'ailleurs, c'est pareil, c'est essentiellement des caillots de sang, en fait, les athérome, et qui s'accumulent. Mais si tes globules blancs sont pas, enfin tes globules rouges fonctionnent correctement, ne font pas de caillots, bah, c'est pareil, les globules rouges sont pas dangereux. Bah, c'est le même principe en fait. Hein. Donc tout ça pour dire que non seulement ça fait depuis 40 ans qu'on devrait avoir l'information que le cholestérol n'est pas lié aux plaques d'athérome, mais en plus, là en ce moment, on est en train de refaire des expériences qui continuent de prouver que Oui. le LDL et les plaques d'athérome ne sont pas liés. De toute façon, ils n'arriveront pas à prouver que c'est lié, hein, puisque ça l'est Non, pas. bien sûr que non, parce que c'est pas le Ils peuvent cas. faire ce qu'ils Mais veulent. ce Hein. qui est dingue, c'est que ça fait des années qu'on croit que c'est le cas et qu'on Ouais. fait des médicaments, justement, comme tu as dit, comme les statines, qui est enfin, ça c'est terrible. Les statines qui sont censées te baisser ton cholestérol et qui te créent tes plaques d'athérome. Ça c'est génial. Ouais, en tout cas, qui participent à Oui, qui la participe. calcification. Ouais. Alors, pour certaines, hein, après, pas forcément toutes. Hein. Il y avait une statine dans une étude japonaise. D'accord. Je dis pas que toutes les statines font pareil, mais bon. De toute façon, prendre un Non, mais médicament pour baisser du cholestérol alors que c'est pas utile, voilà. et puis en plus, ça a beaucoup d'effets secondaires Comme tout terribles sur le médicament, ouais. foie. C'est Ouais, une voilà. molécule artificielle. Donc, comme toute molécule artificielle, on fait des tests, on n'a pas forcément les effets sur le long terme. Ouais, c'est comme si on te disait, ouais, du coup, maintenant qu'on a compris que c'est cause des kilos de sang, bah, du coup, on va te créer un médicament pour baisser le taux de globules rouges dans le sang. C'est ridicule, quoi. Ton corps en a besoin. Et d'ailleurs, le taux de cholestérol et le LDL, tu disais, en cétogène, ça peut augmenter, parce qu'on mange plus de Oui, gras, forcément, logiquement. bien sûr. Mais pas forcément. Pas Tu forcément. verras, je suis un exemple. La première année, mon taux de cholestérol et de LDL, les deux, ont baissé. Alors que je mangeais 200, 300 grammes de graisse et à moitié saturé, quoi. Donc, non, c'est pas forcément. Puis la deuxième année, c'est revenu quasiment au niveau initial. Donc, voilà, tu en as d'autres qui vont à 10 grammes par litre. Moi, je suis à 2 grammes par litre. Donc, techniquement, je suis encore à la bonne. Je suis encore au bon Ah niveau, oui, quoi. bah carrément. Voilà. Donc, Bah, bien sûr. ouais, donc ça veut rien dire, toi. Et puis, alors, j'ai pas réussi j'ai pas réussi à la retrouver, l'étude. C'était Georgia Heath qui l'avait mis dans une de ses conférences, mais je l'ai pas retrouvé. Faut savoir aussi que quand on jeûne, le taux de cholestérol qui augmente. Comme quoi, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Hein. C'est le corps lui-même qui le fabrique en fonction de ses besoins. Oui, tout à fait. Bah, en plus, comme on sait que c'est un transporteur lipidique, évidemment, lorsqu'on ne fonctionne pas aux glucides, et donc évidemment lorsqu'on a jeûné pendant un petit moment, bah, il y a plus de glucides dans le sang. Enfin, il y a plus oui, Il y a il y a toujours très des peu de glucides dans le glucose sang. dans oui, Il y a non, il y a toujours, toujours du glucose dans le sang, mais je veux dire, ça ne peut plus être la source de carburant principale et donc le voilà. corps est obligé de, commencer à sortir les lipides, que ce soit au niveau de vos graisses à vous ou, d'ailleurs. Et donc, il génère beaucoup plus de transporteurs de graisse, Ouais. puisqu'il faut de D'ailleurs, l'énergie un peu partout. je dirais même pas qu'il est obligé d'utiliser le gras parce que, dit comme ça, on pourrait penser que le sucre, c'est le carburant naturel et que le gras, finalement, c'est le carburant qu'on utilise par défaut quand on n'a pas de sucre. Secondaire. Alors que c'est l'inverse, en fait. C'est plutôt le gras est le carburant naturel, mais le sucre est un carburant toxique. Donc, forcément, le corps va utiliser le sucre en premier pour pouvoir l'évacuer du sang le Éliminer. plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le sucre en priorité. Non pas parce que c'est notre carburant de prédilection, mais parce que c'est un carburant toxique. De la même manière que quand on prend de l'alcool, le corps va d'abord gérer l'alcool avant même de gérer le sucre, parce que justement, l'alcool est encore plus toxique que le sucre. Toxique. Voilà. Donc, il en fait de l'énergie aussi, en partie. Mais c'est pas parce que l'alcool est bon pour la santé et que c'est un bon carburant. Il faut vraiment voir ça comme ça, tu vois. Donc, le gras est vraiment notre. D'ailleurs, on stocke nous-mêmes l'énergie en tant que gras. On a bien du glycogène. C'est du sucre, le glycogène. Mais ça doit durer une vingtaine d'heures, quoi. On ne fait pas de sport. Alors que le gras peut nous maintenir en vie des semaines, voire des mois. C'est bien notre carburant naturel. Quand on fait un jeûne, on est en cétose. On est en régime cétogène quand on est en jeûne. Donc notre corps, dire que le régime cétogène n'est pas naturel pour l'être humain est totalement. Enfin, c'est ridicule. Il suffit de. Quelqu'un qui fait un régime, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un régime hypocalorique, hein, il prend du sucre, il empêche sa cétose. Et c'est quand il ne mange pas assez de sucre, justement,
et ben, finalement, il passe en cétogène pour, pendant une petite période, souvent pendant la nuit, justement, quand il ne mange pas de sucre, Bien pour sûr. pouvoir maigrir. Donc en fait, il fait que ralentir le processus, en fait. Et en plus, le régime hypocalorique, c'est dangereux parce que du coup, on n'a pas assez d'énergie pour subvenir aux besoins de son corps. Et en fait, il faudrait manger plus de gras pour pouvoir perdre plus. C'est ça. Pas assez d'énergie, pas assez de vitamines. Et après, on dit aux gens de faire du sport, alors qu'en fait, on les affame et qu'ils ont rien pour eux. C'est de la torture Oui. de faire du sport quand on a un régime hypocalorique. Hein. Et qu'en plus, on est en surpoids. Ouais, en général, quand on est carnivore, on perd du poids, puis après, on se met à faire du sport, parce que justement, déjà, on a perdu du poids, donc ça fait beaucoup moins mal aux articulations, on n'a pas soulevé 30 kilos de gras, et en plus de ça, on a beaucoup plus d'énergie, parce que justement, on s'alimente. Exactement. Bah, de C'est toute bien façon, plaisir, là. et on peut effectivement approfondir là-dessus que effectivement, un des points positifs énormes du régime carnivore, c'est qu'on a une énergie de fou comparé à quand on avait Ah oui, des glucides. incomparable. En effet. Après le repas, on n'a plus la sieste de l'après-midi, ça n'existe pas en carnivore. Non. Ah ouais, oui, ça c'est typique, ça. Les variations de. Bah, ces variations de Insuline. glycémie, ça t'endort. C'est pas comme ça que tu as une humeur beaucoup plus stable aussi. D'ailleurs, ceux qui sont sujets, on va dire, à l'énervement, etc. On te cogne ta voiture. C'est ce qui m'est arrivé juste après avoir commencé le carnivore. On m'a cogné ma voiture, tu vois. Habituellement, j'aurais été du genre, oh, c'est quoi ça, tu vois. Et là, finalement, j'étais plutôt zen. J'étais, ouais, bon, on va voir les choses de manière zen. Bah, t'es plus posé. Je trouve que t'es plus posé quand t'es en carnivore. T'es beaucoup moins stressé. Bah, d'ailleurs, Oui, les maladies comme tout ce qui est dépression, anxiété, etc., c'est lié justement en grande partie aux variations de glycémie. Et certaines personnes sont plus sensibles et du coup, ça crée des problèmes. Ce qui d'ailleurs explique aussi dans le livre. oui. Et chapitre très intéressant d'ailleurs. Et j'ai moi-même fait l'expérience parce que de temps en temps, j'ai fait des bêtises. Et en fait, lorsque je remange beaucoup de sucre pendant une journée, enfin, quand je dis beaucoup, on va dire 80 grammes, quoi. Mais quand je remange du sucre, le lendemain, j'ai plus de pensées d'anxiété, je suis un peu plus déprimé, ça va moins bien, je suis moins stable. C'est ça, ouais. Moi, j'ai des migraines. Donc, Ah bah oui, j'avais des carrément. migraines avant, en fait, avant de commencer j'ai fait la perte de poids. Enfin, c'est l'objectif principal, mais il y a aussi beaucoup d'autres avantages. Et l'un des avantages, c'est que j'avais des migraines depuis 2 ans, des migraines vraiment violentes jusqu'à en vomir. Hein. Une fois, ça m'est arrivé de vomir à cause d'une migraine. Et bah là, en fait, j'en ai plus du tout. Et ça m'est déjà arrivé de manière exceptionnelle de manger du sucre. Alors, j'ai l'impression que c'est surtout quand il y a du fructose, j'ai l'impression. Au début, je pensais que c'était du glucose, mais une fois, j'ai mangé j'avais mangé pas mal de miel. Alors, une exception parmi. Enfin, j'avais pas fait beaucoup d'exceptions. Mais là, on va dire que je m'étais un peu lâché. C'était au bout de 6 mois, je crois, carnivore. J'étais en vacances. Je me suis dit, tiens, je pense, ouais, en fait, c'était pas une bonne idée. Une grosse migraine. Et du coup, ça te calme. Hein, tu comprends pourquoi tu étais en carnivore. Exactement. C'est vachement efficace pour les migraines. Oui, oui, quand ça fait un bon moment que tu es en carnivore et que tu te remets à manger des glucides, du sucre, etc., tu vois qu'il y a des symptômes qui reviennent, que ce soit effectivement soit des migraines, soit une mini-dépression, parce qu'en fait, moi, c'était ça que je disais, parce que j'ai fait 7 ans de végétarisme avant. Et en fait, cet état de mini-dépression était devenu normal, entre guillemets. C'était la vie normale, en fait, d'être pas terrible tout le temps, d'être bon, la vie, c'est la vie, quoi, mais c'est pas ouf. Oui, c'est pour ça que les gens, ils se Et disent. Bah, moi, je suis en bonne santé, hein, je vais bien, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience en fait des pathologies qu'ils ont. La fatigue, les migraines, le mal au dos, le mal aux pieds, etc. C'est dès qu'ils passent en carnivore, après quelques mois, qu'ils se disent ah, mais en fait, j'avais tout ça, mais j'en avais pas conscience. bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Parce qu'effectivement, moi, j'ai fait comme toi. Je suis venu là pour une perte de poids. À la base, je suis venu là parce que je voulais des résultats au niveau musculaire, parce que je faisais de la muscu depuis un moment, etc. Et je voulais accélérer les résultats et plein de choses comme ça. Et en fait, effectivement, au bout d'1 mois et demi, là où j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube d'ailleurs, parce que j'étais tellement motivé que je me suis dit, ah, mais c'est incroyable, il faut vraiment que j'en parle à tout le monde. J'avais eu ça, où je me suis rendu compte que mon état d'esprit, il était tellement meilleur. Et je me disais, mais je ne suis pas venu pour ça à la base. Et je me suis dit, c'est fou parce que quand j'étais dedans, je ne voyais pas que j'avais une mini-dépression. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre au-delà de ça. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir une meilleure énergie, une meilleure santé mentale et de se dire waouh, mais en fait, la vie, c'est bien.
Et en fait, quand tu es dedans, tu le vois pas. Quand tu es dans la dépression Mmh. habituelle, que ça fait des années que tu y es, et que tu te dis non, mais en fait, la vie, c'est comme ça et c'est pas autrement, bah, tu te poses pas la question. En fait, tu te dis pas, je pourrais aller mieux, parce que tu ne sais même pas comment c'est possible d'aller mieux. Tu t'es C'est ça. tellement habitué à un état moyen que tu te dis l'état moyen, c'est normal. En fait, non. Mmh. Bah, en fait, moi aussi, d'ailleurs, quand j'étais étudiant, de manière rétrospective, quand je suis, en fait, je suis de Nantes, quand je suis allé à Paris après pour étudier, pour continuer mes études, j'avais commencé à Nantes, j'ai continué à Paris. À un moment donné, au bout de quelques mois, j'ai eu une grosse dépression, en fait. Vraiment. Mais avec le recul, quand tu regardais ce que je mange, c'était essentiellement des pâtes et du riz, hein. Donc, en fait, je m'alimentais pas, tu vois. Et tu as l'impression de manger à satiété et tout. En fait, c'était surtout du sucre, hein. Les pâtes et du riz, c'est des féculents, hein. Donc, en fait, tu Bien te sûr. gaves de sucre. Oui, parce que oui, ça, c'est ce qu'il faut expliquer aussi aux gens, hein, c'est que on dit souvent que le sucre, enfin les sucres complexes, c'est pas le même sucre que les sucres, les sucres rapides, mais c'est la même chose en fait, hein. Tu manges des féculents, c'est souvent de l'amidon. L'amidon, c'est qu'est-ce que c'est? C'est du glucose collé l'un à l'autre, tu vois. C'est comme si tu collais deux bonbons et tu disais ah maintenant qu'ils sont collés, c'est plus les mêmes. Bah non, c'est les mêmes en fait, hein. Donc oui, donc tu utilises l'amylase qui te découpe tout ça et au final tu as du glucose, tu as du sucre, tu as des sucres rapides. Donc tu manges des bonbons. Voilà. La seule différence que les gens ont remarqué, bien sûr, parce que c'est la vérité, hein, évidemment que les sucres lents, l'amidon, et cetera, prend plus de temps à être digéré et donc crée un moins gros pic d'insuline Et parce encore qu'il plus y a fort des que ça, hein. fibres. Oui, mais il y a des parce qu'il y a les fibres pour ralentir le tout. Voilà, c'est ça. Tu as les fibres qui peuvent un peu ralentir, mais ça reste toujours un niveau très C'est élevé. ça. Oui, bien sûr. Ouais, oui, oui, Et je parle c'est aussi des fibres dedans. Ouais. Et en effet, et je dis en effet, les fibres, ça fait diminuer l'insuline, mais bon, enfin, et la glycémie, mais tu as toujours, si tu manges 100 grammes de glucides, tu auras toujours 100 grammes de glucides à gérer. Donc, je dirais que c'est pas forcément la hauteur du pic qui compte, mais aussi la longueur. Donc, oui, toi, tu te dis, tu manges des fibres en disant ça va ralentir ma prise de poids. Et tu vois, c'est un peu comme un bateau qui a un trou et qui prend l'eau. Qu'est-ce que tu vas dire? Alors, on va utiliser des seaux pour enlever l'eau. On va voilà, couler moins vite, mais il suffirait de boucher le trou. exactement. T'enlèves la cause. Pourquoi traiter les symptômes, quoi? Oui, c'est ça. Alors, entre guillemets, mais elle est bien ton anecdote du bateau? Tu l'as mis dans C'est le celle qui est dans livre? le bouquin. D'accord. Ça, Parce j'ai que, déjà réfléchi. elle est incroyable cette anecdote parce que tu as exactement raison. C'est on va limiter la casse parce qu'effectivement le pic de glucose va être plus long, plus en longueur et donc du Mhm. coup, le corps a plus de temps pour gérer la merde qu'on a ingérée. Mais, C'est ça. plutôt que d'ingérer la merde et de laisser notre corps avec plus de temps pour gérer la merde, autant ne pas ingérer la merde. C'est ça. Comme ça au moins tu as pas le pic d'insuline du tout, tu ne t'empoisonnes pas finalement. Puis une personne, par exemple, qui fait très peu de sport, qui est peu active, qui, du Oui, coup, qui mange des glucides tout le temps, il aura ses stocks de glycogène toujours remplis. Donc, même si tu as ton pic de glycémie qui est faible, il va utiliser une partie pour l'énergie, puis tout le reste, de toute manière, il ne pourra pas le stocker en glycogène. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker en gras. Il n'y a pas le choix. oui et justement, cette chose que je trouve, intéressante, c'est que c'est parce que c'est du poison pour le corps qu'il le stocke. Ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire Ouais, c'est qu'il se ça. dit: «Non, mais il faut absolument enlever ça vite de notre flux sanguin parce que c'est un poison». C'est ça. Et quelle est la manière la plus rapide plutôt que d'éliminer par les selles ou par, l'urine, le glucose? Il se dit: «Bon, bah, j'arrive pas à l'éliminer assez rapidement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le stocker dans un coin, dans une, petite bulle graisseuse» et c'est ça qui fait notre masse graisseuse et c'est ça qui fait qu'on stocke le glucose Voilà, en bah, surplus. comme d'autres toxines, par exemple, les oxalates, dont on parle régulièrement, bah, elles sont aussi stockées dans les cellules graisseuses. Les cellules graisseuses ne sont pas que des réserves de gras, ce sont des réserves aussi pas d'énergie, mais aussi des réserves de toxines. Et donc le sucre, bon, il est perçu à la fois comme énergie et comme quelque chose de toxique. Et en effet, il est vite stocké parce que de toute façon, du sucre qui reste longtemps dans le sang, les diabétiques ils connaissent très bien ça, hein. Tu peux perdre un membre, tu peux être la satiété, tu peux avoir une insuffisance rénale, enfin tu peux mourir, quoi. Donc c'est très toxique le sucre, hein. Donc il faut absolument qu'il soit évacué de la circulation sanguine le plus rapidement possible. Donc oui, le gras sert c'est un mécanisme de survie. Il sert à éviter qu'on meure. Et donc du coup, comme les cellules graisseuses stockent de l'énergie et des toxines,
c'est pour ça, la plupart du temps, que quand on commence à perdre du poids et qu'on commence un régime hypocalorique et qu'on commence à déstocker les graisses, on ne se sent pas bien du tout parce qu'en fait, notre corps est en train de déstocker des toxines et de faire circuler des toxines dans le sang pendant qu'on perd du gras. Oui, puis ça dépend aussi de ce qu'a mangé la personne avant. Par exemple, ça arrive souvent par exemple, pour les personnes qui ont fait un régime cétogène. Parce que quand tu fais un régime cétogène, tu remplaces le sucre par exemple des amandes ou de l'arachide, etc., qui ont beaucoup d'acide oxalique. Et ça, bah, ça peut se stocker. Tu as beaucoup de cacao aussi, etc. Parce que souvent, ce qui est gras, ce sont des. Ils remplacent souvent par des graines grasses et toxiques. Parce que les graines, quelles que soient les graines, généralement, c'est toxique. Hein. La plante veut protéger sa graine, elle ne veut pas que la graine se. Elle veut bien que tu l'avales et que tu la défèques sans que tu mettes plus loin, mais elle ne veut pas que tu la broies, tu vois. Donc, ouais, du coup, elle peut avoir beaucoup de. Moi, par exemple, à un moment donné, j'étais pas en cétogène, mais plutôt en low carb. Et je mangeais beaucoup tu sais, tout ce qui est purée d'amande, beurre d'arachide, etc. J'adorais ça. Bah, voilà. Et alors moi, je me sentais pas mal en passant à carnivore, mais j'ai remarqué après 2 mois, en fait, j'ai eu 4-5 fois peut-être des éruptions cutanées au niveau de la poitrine. Je crois que je l'avais posté d'ailleurs sur Facebook, je sais pas d'où ça venait. Alors c'est là que j'avais acheté un lecteur de cétonymie pour voir s'il y avait un lien avec le niveau de cétone ou pas du tout. J'ai regardé ce que je mangeais, c'est pour ça que je me suis annoté un peu comme. À la base, je notais rien. Je notais les calories, les machins, les bidules, pour pouvoir voir s'il y a une corrélation. Aucune corrélation. La seule corrélation que j'ai vue, c'est que j'avais ces éruptions cutanées seulement les semaines où je perdais plus de 1 kg par semaine. Et donc déjà, ça veut dire que j'ai perdu plus d'1 kg par semaine 4-5 fois déjà. Ça veut dire... Et sachant qu'en carnivore, comme tu disais, comme on disait au début, quand c'est 1 kg de perdu, enfin, sauf la première semaine, quand c'est 1 kg de perdu, c'est vraiment 1 kg de perdu de gras, c'est pas du muscle. Contrairement à quelqu'un qui va dire oh, j'ai perdu 1 kg aussi en régime, et pourtant j'ai pas eu ça. Oui, mais tu as perdu en fait que 500 grammes peut-être. Alors qu'en régime carnivore, tu as vraiment perdu 1 kg. Et là, du coup, je me dis, il y a beaucoup de graisses qui ont été lâchées. Et il y a peut-être quelque chose qui a été lâché avec la graisse en plus, tu vois. Alors, je suppose que ce sont des oxalates, mais ça peut être aussi d'autres toxines, parce que c'est un peu comme les personnes des fois qui disent intolérantes au gluten. Déjà, tout le monde est intolérant au gluten, déjà. Mais plus ou moins, sauf que. Oui, c'est ça. On le sent plus ou moins. Mais en fait, des fois, ça peut être aussi d'autres protéines qui sont avec le gluten dans la même plante. Et en fait, tu supposes que c'est le gluten, mais ça peut être autre chose, une autre lectine. Donc, de la même manière, là, je suppose que c'est l'oxalate, mais ça peut être autre chose. Mais je pense que c'est en effet une toxine. Parce que, par exemple, à un moment donné que j'ai fait un palier de 7 mois, je mangeais la même chose en termes de viande, de gras, etc. Aucune éruption cutanée. C'est vraiment les fois où je perdais 1 kg. Parce qu'une fois, j'ai perdu 1,5 kg, par exemple. Et là, donc, j'avais une éruption cutanée. Et j'ai cherché ça sur Internet. Hein. Je n'arrive pas à trouver beaucoup d'informations. Ça arrive en effet régulièrement en régime cétogène pour les personnes qui perdent beaucoup de poids. Alors, je ne sais plus comment ils appelaient ça, prurina pigmentosa, je crois. Ouais, c'est un nom qui veut dire juste que c'est un nom barbare qui veut juste dire que tu as des éruptions cutanées qui te font gras, qui sont avec des démangeaisons et colorées en rouge, quoi. Enfin, ouais, d'ailleurs, énorme démangeaison, ça a été horrible. Et en fait, quand tu regardes, comme d'habitude, la médecine, quand tu regardes leurs conclusions, il est en cétogène, il a eu ce problème, donc dans ces cas-là, il faut qu'il arrête le cétogène, hein, puis ça revient à la normale. Ouais, donc en fait, il traite le symptôme, il ne cherche pas vraiment la cause. Donc en fait, j'ai pas réussi vraiment à trouver la cause, parce que finalement, personne n'a vraiment cherché à la trouver. Et mais en fait, ça part en général au bout d'une semaine. Hein, parce que le corps, de toute façon, quand il perd 1 kg de gras, de toute façon, après, il se restabilise. Il n'aime pas se perdre trop vite, trop longtemps, tu vois. Donc, de toute manière, c'est assez rare et c'est vraiment quand je perds beaucoup de gras. Et j'ai vu ça sur d'autres forums américains, 2-3 personnes qui avaient eu la même chose. C'est assez rare, finalement, tout le monde n'a pas ça, mais certaines personnes ont ça. Et c'est exactement les mêmes symptômes. Et les mêmes causes aussi. Ils ont l'air de perdre pas mal de poids à chaque fois. Et oui, la perte de poids est sûrement liée à l'élimination de beaucoup de toxines. Et donc, du coup, on a des symptômes étranges parfois qui viennent parce qu'on perd du poids. Exactement. Et alors, la théorie, je ne sais pas du tout. Alors la théorie totale, hein, on est vraiment sur du... à ton avis, est-ce que la grippe cétogène, ça a à voir avec ça? Les toxines, non, je pense pas. Je pense que la grippe cétogène, c'est surtout dû à la perte d'eau que tu as au début.
comme tu perds 3 litres d'eau, parce que justement, en fait, l'insuline perturbe le fonctionnement des reins. Donc, en fait, tu fais de la rétention d'eau, parce qu'en fait, le mécanisme, c'est plutôt, ça perturbe le fonctionnement des reins. Du coup, le sodium qui est censé être évacué normalement par les reins est recapté, en fait, revient dans le sang, ce qui fait que comme tu as toujours trop de sodium dans le sang, et ben, tu fais de l'hypertension, en fait. Tu fais de la rétention d'eau, et du coup, ça monte la tension. Et quand tu passes en cétogène, les reins fonctionnent à nouveau correctement, le sodium peut partir, et le problème, c'est qu'il part trop au début. Quand tu perds beaucoup d'eau, tu perds beaucoup trop de sodium. Et du coup, l'équilibre des électrolytes, c'est pour ça que tu peux avoir des migraines. Le temps que le sodium se restabilise. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux personnes qui commencent un régime cétogène de boire de l'eau salée. Moi, je l'ai fait. Voilà. Moi aussi, je l'ai fait parce qu'au début, je pensais avoir une migraine. Ça a duré finalement qu'un ou deux jours. Hein. Si tu avais des petites migraines, ça allait. Mais tu avais aussi de la fatigue parce que peut-être ça se cumule avec la fatigue parce que comme ton corps n'est pas encore habitué à réutiliser le gras de manière optimale, il n'a plus de sucre, il n'a plus de gras, il n'a pas de gras, et il a plus de ça, il a les électrolytes qui sont dans les choux. Donc, voilà. Il y a un, je crois que c'est Ken Berry, je sais plus quel docteur dit ça, mais il y a un des docteurs qui dit une des métaphores intéressantes sur la cétonémie, sur le passage en cétose. En fait, c'est un peu comme si tu avais un bouton pour passer de glucose à cétogène, en fait. Et en fait, si tu ne l'as pas utilisé depuis très longtemps, le bouton, il est un peu rouillé, et donc du coup, il a du mal à passer. Voilà, il a du mal à passer de l'autre côté, quoi. Et c'est là où ça commence à faire un peu mal. Parce que notre corps, il est plus habitué à créer, par exemple, techniquement, on est déjà, on a la bile qui sert à. En fait, quand on mange du gras, ce que va faire le corps, c'est déjà, il va utiliser la bile pour comment dire, pour dissoudre ce gras, pour faire le mousser, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, pour qu'en fait, il y ait plus de contact avec les enzymes. Et ensuite, il va créer des enzymes comme les lipases pancréatiques qui va découper en fait ce gras, notamment les triglycérides, une partie en glycérol qui fera du glucose. Déjà, ça prouve déjà qu'on peut avoir du sucre en mangeant du gras. Bien sûr. Le peu de sucre qu'on a besoin, déjà le corps peut fabriquer déjà en partie grâce à ça. Aussi avec des protéines s'il n'y en a pas assez. Et ensuite, tu as les acides gras qui après s'appuieront directement pour les muscles ou pourront décortiquer pour faire des cétones pour certains organes qui ne peuvent pas utiliser le gras directement. Donc tout ce processus en fait est expliqué dans le bouquin, avec le nom des hormones, des enzymes, etc. Et des jolis schémas. Et voilà, donc, le problème, c'est que pour fabriquer notre bile et ces enzymes, en fait, on ne les fabrique pas de manière optimale quand on a un régime cétogène. Enfin, quand on a un régime standard. Par exemple, la bile, déjà, avec les fibres, on a tendance les fibres ont tendance à capter la bile et à l'évacuer. Donc, on a tendance à créer trop de bile au début. Donc, c'est pour ça que des fois, on a la diarrhée. Et pareil, les lipases, on n'en produit pas forcément assez. Donc, la plupart du gras qu'on mange, on n'arrive pas à l'assimiler correctement. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui participe aussi à la diarrhée. Parce que la plupart du gras qu'on n'arrive pas à assimiler, ça finit aux toilettes. Donc tout ça s'accumule et au début, ça peut être violent. La première semaine, ouais, en fonction des gens. Oui, de toute façon, on sait que le passage en cétogène ou le passage en carnivore, il y a la fameuse grippe cétogène dont tout le monde parle. Hein. Et donc, évidemment, quand vous faites un passage en carnivore, il y a une grippe cétogène aussi. Et ouais, c'est un sacré challenge à passer au début parce que la plupart des gens se disent « Ah, c'est horrible, je suis vraiment pas bien quand je commence un régime cétogène, un régime carnivore. » Et donc, du coup, ils passent pas au-delà, ils disent « Bon, j'arrête du coup. » C'est ça. Et c'est l'erreur. Tu vois, voir aussi un peu ça comme, là, je pense à mon chien. Quand une personne qui donne des croquettes à son chien tout le temps et d'un coup passe au pâté ou au barf, comme son chien est habitué à créer des enzymes spécifiques parce que c'est beaucoup de glucides en fait les croquettes, mais pas forcément pour de la viande sans céréales, sans légumes, etc. Il a finalement le même effet. Hein, il se retrouve avec une diarrhée monstrueuse. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut faire progressivement, tu vois. Il faut mélanger la croquette avec. Voilà, donc c'est pareil pour nous, en fait, on n'est pas différents. Donc oui, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup des fois, ce que j'étais, c'est ceux qui sont sur YouTube ou sur Instagram, etc., qui disent « Ouais, je vais tester le régime carnivore pendant 1 ou 2 semaines. » Mais ça, c'est juste, c'est rien, en fait. Tu testes pas le régime carnivore, là, tu testes juste la diarrhée, la grippe, etc. Donc je dis toujours une personne qui veut vraiment tester, il faudrait qu'elle teste au moins 2-3 mois pour vraiment se faire une idée.
Et moi, c'est pareil d'ailleurs, hein, le premier mois, même 2 mois, hein, les 2 premiers mois du régime carnivore, j'avais une diarrhée tout le temps, hein. Ouais, C'était voilà, c'est ça. Mais heureusement, ça m'a pas inquiété. Bon, parce que j'avais lu beaucoup sur le sujet et que je savais ce Oui, qui allait parce que se tu vois passer, qu'il y a mais des gens qui font ça depuis. Moi, c'est pareil, je m'étais beaucoup renseigné. Je voyais qu'il y a un peu Jean-Christophe qui faisait ça à un moment donné depuis, je crois, 5 ans. Il disait, bon, s'il est encore en vie au bout de 5 ans, c'est qu'a priori, ça fonctionne. oui. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, Maggie White, qui est quand même vachement connue. Je ne sais plus si elle est américaine ou canadienne, je crois que. Enfin, j'ai toujours un doute. Et elle, je crois que ça fait 65 ans qu'elle est un carnivore. Elle a 82 ans. Je crois qu'elle a 82 ans depuis 3-4 ans. Je sais pas, je la vois sur Facebook, elle a toujours 82 ans. Donc, moi, je regarde sa date de naissance. Bref, elle a plus de 80 ans. Et ouais, elle a plus de 60 ans, elle mange que de la viande. Donc, il y a l'héritage. Et elle s'occupe de sa ferme et elle continue à monter à cheval et elle continue à sauter voilà, par-dessus ouais, ses. j'ai vu une interview, Ouais. tu vois, elle est vive. Hein. Ah ouais, Elle hein. est pas comme une personne de 50 ans. Hein. Je veux dire, t'as Exactement. pas l'impression qu'elle en a 80. Alors, Alors, hyper impressionnant. ouais, j'aimerais bien être comme ça à 80 ans. Hein, parce que mes grands-parents à Ouais, 80 ans, pareil. Bah, c'est c'était l'objectif, pareil. Hein. hein. Rendez-vous dans 50 ans, hein. De toute Exactement. façon, on le saura, mais ça va être tellement, enfin, moi je suis content de faire partie de la première vague de ce truc-là parce que, on verra dans 40 ans dans quel état on sera et on Sorte de pionnier. pourra, ouais, mais exactement, on fait partie des tout premiers, enfin, en tout cas dans les francophones parce qu'on a quelques Américains effectivement qui font ça depuis très longtemps. Oui, Là, on va dire que les pionniers américains, ils commencent à avoir pas mal de bouteilles. Je crois que Sean Baker, ça fait 15 ans, un truc comme ça. Donc, on va avoir des résultats assez flagrants que on va beaucoup mieux que la plupart des gens, quoi. c'est ça, oui. De toute façon, on le ressent. Hein. J'avais des tendinites qui ont disparu. J'avais des tendinites au pied gauche. J'avais des tendinites aussi au pouce à cause du smartphone. Ah oui. Enfin, je pensais que c'était à cause du smartphone, en fait. Et je pense que c'était lié aussi. Mais j'utilise toujours le smartphone. J'ai rien que j'utilise plus parce que je réponds beaucoup aux gens pour quand ils ont des questions. Et pourtant, j'ai plus mal au pouce. Et oui, tu as de la migraine. J'avais aussi des acidités d'estomac terribles. Hein. Je me rappelle une fois, j'étais parti en vélo, on était en vacances. J'ai bu une bouteille d'eau. Je crois que le pH devait être à 8. Je me suis dit, tiens, ça peut un pH acide, donc ça peut me faire mal aux dents, au ventre. J'ai une douleur. J'étais plié en 6 pour revenir, surtout quand tu fais des efforts en vélo, alors que tu as des douleurs d'estomac, c'est une catastrophe. Hein. Je souffrais. Et maintenant, j'ai plus du tout ce genre de problème. D'ailleurs, j'ai appris par la suite que c'est. Je pensais que c'était parce que tu avais l'estomac trop acide, tu vois. En fait, non, c'est parce que tu as l'estomac pas assez acide que tu peux avoir des brûlures d'estomac. Et tu as aussi certaines lectines, alors je crois que c'est dans les pommes de terre ou d'autres, qui peuvent titiller certaines enzymes. J'ai plus non plus le nom, ça libère des histamines, etc. Et ça peut te créer aussi des brûlures d'estomac. Donc, en enlevant le lectine, en augmentant ton acidité, parce que quand tu es carnivore, tu augmentes ton acidité. Souvent, les végétariens ont un pH de 2 ou 3, tu passes à 1. En fait, tu n'as plus du tout ces problèmes-là. Ça fait 2 ans que j'ai pas eu une seule brûlure d'estomac. Donc, alors qu'avant, j'en avais tout le temps, quasiment tous les jours. Et je prenais du bicarbonate en fait pour atténuer, parce que je pensais que c'était l'acidité qu'il fallait baisser. Je me suis dit, bicarbonate, c'est plutôt basique. Donc, je prends un petit peu, tu vois, une petite cuillère, et hop, ça disparaissait. En effet, ça disparaissait, c'est très efficace. Et bon, 6 heures plus tard, tu as à nouveau des brûlures d'estomac. Donc, ouais. Tu as un confort en carnivore sur vraiment beaucoup d'aspects. Et par exemple, pour un exemple, ma mère, par exemple, elle avait des psoriasis. En 3 mois, elle n'a plus. Elle a un problème de peau, ouais. Et moi, j'ai perdu 25 kilos en 1 an parce que moi, je savais pas trop, en fait. Je faisais du carnivore, après, j'ai fait des jeûnes intermittents, etc. Pour optimiser, pour casser un peu les paliers. Et ma mère, elle a perdu 30 kilos en 1 an. Tu vois. 30 kilos en 1 an 30 kilos en 1 an. Donc, elle est en obésité morbide. Maintenant, elle est en obésité sévère, mais bon. Et par contre, ces analyses de sang, elles se sont améliorées, hein, parce que même si elle est en obésité sévère, elle a plus les analyses d'une personne en obésité. Déjà, elle était diabétique, donc elle avait une glycémie de 1,27. Maintenant, non seulement sa glycémie doit être tombée, je ne sais plus, à 0,8, comme ça, mais en plus, elle a une hémoglobine glyquée à 4,6, donc ça veut dire très très basse. Même moi, j'ai une hémoglobine glyquée là actuellement, je crois, à 5,1. C'est très bien, à 5,1, c'est dans la norme, t'es pas diabétique, ni rien. Mais elle est encore plus basse, alors qu'à l'origine, elle était diabétique, tu vois, en 1 an. Et pareil, elle avait un foie gras. Incroyable. Ses GABA GT ont beaucoup baissé. Et alors, on a refait une échographie, plus de foie gras. La stéatose hépatique est disparue. En 1 an. Alors qu'elle avait ça depuis des années.
Donc, C'est fou ce qu'on peut soigner. ouais, c'est ça, c'est énorme. Et bah, le foie gras, c'est un sujet. Hein. Tout le monde pense que, même des médecins qui te disent attention, mangez pas trop gras, vous allez rendre votre foie gras. Bah, même chose qu'avec l'athérome, quoi. Non, oui, Il y a du gras dans le foie, donc c'est le gras le problème. Voilà, c'est d'ailleurs, la même bêtise. On donne pas du gras au canard, aux oies pour faire du foie gras. Hein. Qu'est-ce qu'on donne? On donne du fructose. On donne, on donne des céréales maintenant, mais il me semble qu'en Égypte ancienne, ça devait être des figues qu'on donnait. Donc, non, même l'ours, il se gave de fruits pour hiberner. Donc, et non, c'est pas le gras qui crée un foie gras, c'est le fructose. Ouais, c'est très parlant comme exemple, ça, effectivement. On fait le foie gras avec du sucre. C'est ça. C'est un mécanisme de survie, en fait. Hein. D'ailleurs, quand on perd du poids, qu'est-ce qui est consommé en premier? C'est souvent le gras dans le foie. Oui. Ça, on a l'impression qu'on perd du ventre finalement plus rapidement. Parce qu'on dit souvent que le gras est perdu de manière uniforme partout dans le corps, ce qui est vrai pour la graisse extérieure, on va dire. Mais par contre, la graisse viscérale, elle est perdue souvent en premier. Parce que déjà, c'est la plus toxique aussi. C'est la plus dangereuse. Ouais, c'est la plus dangereuse. Donc, c'est celle que le corps veut. Le corps il est bien fait. Hein. Il supprime d'abord ce qui est dangereux. Hein. Donc, il supprime d'abord ça. Et c'est là qu'on voit que le corps est bien fait. Voilà, que le corps est bien fait. Oui, et c'est pour ça que parfois, on ne le voit pas, mais effectivement, le gras viscéral, donc celui qui se met autour des organes, donc c'est vraiment le gras le plus dangereux parce que là, il peut empêcher le fonctionnement des organes correctement et faire vraiment des gros dégâts. Et donc, effectivement, si le corps a le choix entre enlever la graisse viscérale autour de nos viscères plutôt que la graisse qui est à l'extérieur et qui, elle, n'est pas forcément bonne pour la santé, mais c'est un stockage, entre guillemets, d'énergie, il va choisir d'enlever le plus dangereux, donc la graisse viscérale, bien évidemment. Ça. Et le problème de la graisse viscérale, évidemment, c'est qu'on ne le voit pas quand on, voilà, ça, quand on se regarde dans le miroir. Ouais, tu as plein de personnes qui sont minces, notamment par exemple des véganes. Oui, et qui ont énormément de graisse viscérale. Minces, ils disent, oui, moi, j'ai pas de problème, etc. Mais par contre, ils ont des stéatoses hépatiques. Donc, je crois que tu as une membre d'ailleurs sur le groupe qui avait ça, qui avait une stéatose et qui l'a perdu comme ça. Parce qu'elle mangeait beaucoup de fruits. En plus, je crois qu'elle était en crudivore, en plus crudivore, frugivore, donc le total. Et, oui, et en plus, le pire, c'est que le foie, tu le sens pas parce qu'il n'y a pas de nerf sur le foie. Tu peux avoir ton foie qui se détruit totalement sans que tu le sentes. C'est très fourbe en fait. Bah, ceux qui boivent de l'alcool, c'est pareil. Hein. Ils détruisent leur foie de la même manière et une fois que c'est trop tard, souvent tu remarques aux symptômes en fait. Dès que ton foie commence à ne plus fonctionner, justement, avec les analyses de sang, tu vois que les ALAT et les ASAT sont au plafond, les gamma GT sont au plafond. Après, du coup, tu commences à te faire une échographie. Ah, votre foie, il fait 5 fois sa taille. Enfin, j'exagère un peu, mais ouais, c'est. Voilà, donc on le sent pas, donc c'est très fourbe. Et en carnivore, à ma connaissance, je connais personne qui a un foie gras après 1 ou 2 ans de carnivore. Hein. Tout le monde perd son foie gras. Ce qui n'est pas du tout ce qui est dit dans les guidelines habituelles. Alors moi, j'avais pas de foie gras, mais j'avais des gamma GT largement au-dessus de la norme. Hein. Et pareil, ça descend tout. C'est quoi les gamma GT du coup? Alors la gamma GT, c'est, je sais plus exactement ce que c'est une sorte d'enzyme, je crois que c'est une enzyme. En fait, c'est pas dangereux la gamma GT en eux-mêmes, mais c'est un peu comme les ALAT et les ASAT, c'est censé être stocké dans les organes, notamment dans le foie, en grande quantité. C'est pas censé être dans la circulation sanguine, en fait, en grande quantité. Donc quand on a une augmentation importante dans la circulation sanguine, ça peut être dû à, on va dire, à un organe comme le foie qui est endommagé. Il y a des fuites. D'accord. Donc c'est pour ça que quand tu mesures les gamma GT, s'ils sont élevés, tu te dis quelque chose qui peut être inquiétant. D'accord, c'est ça. Donc c'est un marqueur qui peut renseigner sur le fait que tu as un foie endommagé. Ça donne un indice, on va dire. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ils font dans ces cas-là une échographie pour voir si ton foie est normal. Ok. Et d'ailleurs, le problème, c'est que par exemple, mon médecin, à chaque ma mère allait voir son médecin, qui est le même médecin, il disait madame, il faut arrêter de boire. Hein. Sauf qu'elle ne boit pas une goutte d'alcool. Elle n'arrêtait pas de dire mais non, mais je bois pas. Et là, ça c'est aussi un problème, ça, la médecine, c'est que les médecins, quand ils ont dans leur tête c'est l'alcool, et que le patient dit c'est pas l'alcool, ils pensent des fois que le patient ment. Tu vois. Ils pensent qu'il mente. Et du coup, ils cherchent pas ailleurs. C'est un vrai problème. Et du coup, ils font entre guillemets, ils font pas leur travail. C'est-à-dire qu'effectivement, elle gardait son foie gras parce que
le médecin n'était pas en train de chercher quelle est l'autre cause, et s'il y a une autre cause, comment la régler. Voilà, c'est ça, pour moi, la médecine, c'est ça. Pour moi, la médecine, la vraie médecine, c'est le médecin qui corrige, qui cherche la cause et qui la corrige. Traiter le symptôme, c'est une chose, mais seulement parce que tu veux traiter la cause en parallèle. Par exemple, on donne des antalgiques. Les antalgiques, ça peut être utile pour diminuer la douleur, le temps qu'on corrige la cause. Et que, voilà. Par contre, si on te donne des antalgiques pour diminuer la douleur, mais qu'on ne corrige pas la cause, ça ne sert à rien. Finalement, tu mets la poussière sur le tapis, mais la poussière, tu vois, elle va revenir à un moment donné. Et c'est le problème de la médecine, c'est que la médecine, maintenant, c'est un symptôme, un médicament. Et le médicament, il traite souvent le symptôme, pas la cause. Mais la cause, c'est souvent l'alimentation, d'ailleurs. Oui, bah, on s'en rend de plus en plus compte. Alors nous, surtout parce qu'on fait un régime carnivore, mais beaucoup de médecins, et ça c'est un témoignage qu'on retrouve souvent dans les gens qui ont commencé à faire un régime carnivore, c'est que alors déjà, ils ont tout qui va mieux, et puis après, quand on leur demande, mais est-ce qu'un médecin, à un moment, vous a dit que votre problème était lié à l'alimentation, la plupart des réponses de la plupart des médecins sont « Ah non, mais ça n'a rien à voir avec l'alimentation, vous pouvez manger ce que vous voulez, vous pouvez rien y faire, c'est génétique » ou n'importe quelle autre excuse. Et en fait, on se rend compte que en fait, l'alimentation a tout à voir avec la plupart des maladies. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que les médecins, comme on dit souvent, l'expression pour un marteau, tout est un clou, tu vois. Il voit tout comme un clou. Le médecin, lui, il n'est pas formé à la nutrition. Ici, il a 4 heures de formation sur la nutrition dans ses 9 ou à 13 ans d'études. C'est déjà bien. Du coup, lui, il va tout à travers les médicaments et les symptômes. Alors, c'est pas la cause du médecin. C'est pas la faute du médecin. C'est la faute de la formation des médecins. Et souvent, il y a beaucoup de médecins du coup, qui ont appris comme ça et qui exercent comme ça et qui ne voient pas forcément le problème. Mais il y en a d'autres qui du coup se renseignent, font l'effort du coup de se former par eux-mêmes sur ce sujet et ils se disent « Ah ouais, mais du coup, il y a quelque chose. » Justement, et du coup, il y a peu de médecins, malheureusement, qui font cette démarche. Mais en général, quand ils le font, c'est là qu'ils remarquent qu'en fait, leur formation, elle est très défaillante. Hein. Et il y a de plus en plus de médecins quand même qui se renseignent sur ça. Et je trouve ça très bien parce que c'est là qu'on voit les médecins qui ont vraiment la passion de soigner les gens et qui voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui comprennent par exemple que le diabète est une maladie stupide. Personne n'aura le diabète de type 2, je parle bien sûr. Parce que c'est un dérèglement hormonal. Dès que tes hormones, dès que tu as compris ça et que tu te dis comment régler ce dérèglement hormonal en enlevant les glucides, les personnes ne sont plus diabétiques. Les injections d'insuline, ça n'a aucun sens pour une personne diabétique de type 2. Et c'est parce que on apprend en médecine que le diabète est incurable. Tout ce que tu fais, tu donnes des soins palliatifs en fait. Hein. Tu donnes de l'insuline pour retarder la mort de la personne et au final, elle finira avec une dialyse et une nécessité, et elle mourra probablement d'insuffisance rénale ou d'autres choses. Mais alors, que c'est tellement simple de la guérir, quoi. Et les médecins qui comprennent ça, alors souvent ils le comprennent parce qu'un de leurs patients, d'ailleurs c'est dans une des vidéos de Boris, c'est comme ça qu'il l'a compris, c'est comme ça qu'il l'a dit. Une de ses patientes qui était diabétique est venue et puis il dit en même temps je suis plus diabétique. Comment ça vous êtes plus diabétique? Si, regardez mes analyses. Ah bah oui, vous êtes plus diabétique. Tu vois, et puis après du coup il y a certains médecins qui se posent des questions du coup. Là c'est qu'il y a peut-être quelque chose, tu vois. Ouais. C'est un qui se seront toujours obtus malheureusement. C'est un cas exceptionnel, elle ne doit pas vraiment être diabétique. C'était un mauvais diagnostic initial, mais il y en a qui ont vraiment se posé des questions et qui disent peut-être quelque chose à chercher. Et puis voilà. Il y en a de plus en plus comme ça. Je discute avec plusieurs médecins comme ça. Et le problème, c'est que le cétogène, c'est un peu tabou, tu vois. C'est un médecin qui donne du cétogène, il peut avoir des problèmes. Il peut être, être attaqué par le patient lui-même déjà, parce qu'il va se dire oui, moi je voulais des médicaments, j'ai pas eu de médicaments, il peut t'engueuler et puis te faire un procès. Et puis d'ailleurs des médecins qui peut derrière te taper dessus. Oui, mais vous n'avez pas suivi les normes, les directives, etc. La personne, en plus, vous avez augmenté son cholestérol, mais vous n'avez pas donné de statine. Comment ça se fait? Donc, les médecins qui veulent faire ces efforts-là, on les bride. En fait, ils deviennent des exécutants. Un symptôme, un médicament. Et si tu ne suis pas, finalement, l'intelligence artificielle peut être un médecin. Il ne faut pas réfléchir. Et les médecins qui veulent vraiment faire leur travail de médecin, eux, on les bride. Et ça, je trouve pas ça normal. Ils devraient avoir vraiment la capacité de pouvoir prendre des décisions par eux-mêmes. Ouais, ça m'énerve en fait, parce que quand je discute avec certains médecins, tu vois qu'ils ont la volonté de vouloir le faire, mais
Ils peuvent pas. Qui se disent, je ne sais pas. Et puis, d'ailleurs, souvent, quand je discute avec eux, tu en as beaucoup qui me disent, je vais parler de ça avec les patients en qui j'ai confiance, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont peur du patient. Oui, Ils ont peur que le patient, se retourne contre justement, s'en prenne à eux, les attaques, parce que finalement, ils leur ont donné autre chose que la directive officielle. C'est malheureux, hein. C'est très malheureux. Et tu vois, tu me dis qu'il y a de plus en plus de médecins. Alors pour l'instant, il n'y a pas tous les médecins qui sont éveillés comme ça et qui se disent il faut que je cherche le moyen de soigner mon patient. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément accès à l'information, c'est comme nous. Tu vois, eux, ce qu'ils regardent, ils voient que tous leurs collègues pensent la même chose. Par exemple, le carnivore, encore faut-il que quand tu as un régime carnivore, déjà, pour tomber sur ta chaîne, tu ne tombes pas sur ta chaîne. Tu vois, il doit y avoir 3 chaînes francophones. Souvent, tu ne trouves même pas sur les chaînes carnivores, en fait. Tu tombes que sur des personnes qui font leur truc pendant une semaine ou les influenceurs basiques, on va dire. Exactement. Et, mais tu n'arrives pas à trouver vraiment les informations de personnes qui font vraiment du régime carnivore ou des médecins. Enfin, il faut vraiment savoir qui chercher, quel nom chercher, etc. Ils n'ont pas accès. Et souvent, les médecins, s'ils entendent parler, c'est parce que tu as un patient qui leur a parlé, qui leur a donné peut-être les sources, ou parce que tu as un de leurs confrères qui leur a dit j'ai vu ça, tu vois. Mais eux-mêmes n'ont pas accès à l'information. Donc, comme ils n'ont pas accès à l'information, bah, ils se disent elle n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas, ou alors c'est dangereux, parce que les seules informations qu'ils ont, souvent, c'est des informations de personnes qui n'ont jamais testé, qui ne connaissent rien et qui se disent que c'est dangereux. Donc, ça, moi, je ne pas vraiment au médecin, en fait. Hein. C'est plutôt. Ça fait un peu complotisme au système, tu vois, à leur formation. Oui. Et parce que tu vois qu'il y a beaucoup de médecins qui veulent. Qui veulent bien faire. Qui veulent bien faire, ouais, mais qui sont bridés. Qui le savent en plus trop tard, souvent. Et ce que j'allais dire, c'est finalement, ce changement, il est mis en place top-down, enfin down-top plutôt. C'est-à-dire que c'est parce que les patients essayent des trucs qui les guérissent, qui après, eux, vont voir leur médecin en leur disant « Eh ben voilà, moi j'ai guéri mon truc en faisant ça ». Et donc les médecins commencent à avoir la curiosité de se dire « Ah bah oui, mais pourtant on pensait que c'était inguérissable, c'est pas possible ». Et donc du coup, ils commencent à se poser la question. Et quand ils commencent à se poser la question, là, ils sont bridés par leurs supérieurs encore qui leur disent « Ah bah non, t'as pas suivi les guidelines » ou par d'autres patients qui vont se retourner contre eux. Enfin, le système est bloqué à ce niveau-là. Mais déjà, effectivement, la première étape pour réussir à faire changer le système, c'est que les patients essayent eux-mêmes. Alors évidemment, normalement, c'est pas leur boulot aux patients d'essayer eux-mêmes. Ça, c'est parce que nous, on est un peu des tarés. Mais voilà, nous, on essaye des trucs que personne n'essaye et on rapporte les résultats. Et c'est comme ça qu'on commence à éveiller les consciences des médecins qui se disent « Mais waouh, il a guéri un truc qui n'est pas guérissable, c'est pas normal, il faut que je me pose la question de pourquoi il a réussi à guérir ça. En plus, j'ai plein d'autres patients qui ont les mêmes pathologies, je pourrais leur donner le même régime, la même chose qu'il a fait pour pouvoir les guérir. » Mais comme tu dis, la plupart des médecins sont bridés, on ne les laisse pas faire et ils ont peur des autres patients que s'ils ne leur donnent pas la guideline qui est préconisée, ils vont avoir des problèmes. Oui, bah, par exemple, ma mère m'a expliqué, elle est allée voir, elle était manger de la viande avec sa sœur, donc ma tante. Et qu'est-ce que font généralement les personnes qui voient un de leurs proches manger de la viande? Ils vont voir leur médecin, ils disent qu'est-ce que vous pensez du régime carnivore? Et apparemment, son médecin lui aurait dit « Ah, mais moi j'ai perdu 30 kilos avec le régime carnivore. » Tu vois, c'est des médecins qui sait que ça fonctionne, mais qui ne te le dit pas. Parce que voilà, parce qu'ils ont peur, tu vois. Oui. Je trouve ça assez marrant, parce que la plupart des médecins te diront « Ah, mais c'est dangereux, arrêtez, en plus c'est que des protéines. » C'est-à-dire, comme beaucoup de gens, les médecins, ils ne connaissent pas plus la nutrition que monsieur tout le monde. Hein. Pour eux, ils pensent que la viande, c'est que des protéines. Enfin, je veux dire, bien sûr. Leur nutrition. Oui. En tout cas, le problème, c'est que les parents, ils demandent conseil. Ils disent qu'est-ce que vous pensez de ce régime-là? Alors, dire, la directive, ils disent qu'il faut manger des glucides, donc mange des glucides. Même mon propre médecin, quand je vais le voir, malgré que je suis en pleine forme, malgré que mes analyses sont bonnes, etc. Ah oui, il faudrait quand même baisser un petit peu le cétogène, hein, quand même. Hein. Tu vois qu'il n'est pas méchant, tu vois qu'il veut bien faire, mais tu vois aussi qu'il est biaisé, qu'il ne connaît pas, en fait, tout simplement. Mais il y a plusieurs personnes comme ça qui discutaient, tu vois, que ça commence à s'améliorer, ils disaient « Ah, c'est bien, etc. » Mais j'ai arrêté parce que mon médecin m'a dit que c'était dangereux. Voilà. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, la plupart des vidéos, voilà, si on tape carnivore sur YouTube, on tombe effectivement sur des influenceurs qui ont testé pendant un mois en étant suivis par des médecins. Et les médecins, alors c'est le cas le plus classique. Hein. Le cas le plus classique, c'est les médecins leur ont dit «
oh bah non, il y a votre cholestérol qui a augmenté, c'est très Oui, j'ai dangereux. vu cette vidéo, tu en avais un peu sportif là qui est... il a Voilà, dit que exactement. son médecin a dit qu'il allait mourir. Voilà, exactement. Il a dit vous allez mourir si vous continuez parce que votre cholestérol augmente, parce qu'ils n'ont pas les informations sur le cholestérol et sur les maladies cardiovasculaires. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ah non, bah mon médecin il a dit le cholestérol c'est dangereux, donc j'ai arrêté. Bah oui, mais non en fait, mais il n'a pas les bonnes informations. Alors on peut pas en vouloir au médecin, on peut pas en vouloir à l'influenceur en question qui a essayé un truc, Non, mais on voit que le médecin est honnête, l'influenceur est honnête, c'est juste que les informations à la base sont exactement sont mauvaises. mauvaises. Parce que comme pour ceux d'ailleurs qui ont des doutes sur le fait qu'on dise que le cholestérol n'est pas dangereux, c'est pour une personne en cétogène depuis des années. Il suffit de faire, en fait, moi ce qui m'avait convaincu, parce que souvent il y a plein qui disent que le cholestérol c'est pas dangereux, et tu vois, maintenant il y en a plein qui disent que c'est dangereux, comment départager, tu vois. Mais en fait, c'est les analyses, donc déjà tu as l'échographie de la carotide, grâce à des athéromes, et tu as le scanner coronarien. Oui. Donc, et tu vois des personnes qui ont des taux énormes, 10 grammes par litre de cholestérol, et ils n'ont rien. On la connaît. Ils n'ont rien du tout. Bon, alors là, le médecin va dire vous avez rien, mais il faut quand même prendre des statines. Mais ils n'ont rien du tout. Et c'est là que tu te dis, bah, ok, c'est un marqueur, on va dire. Éventuellement, le cholestérol serait peut-être un marqueur. C'est ça, peut-être. C'est un peu comme si tu avais les gamma GT au plafond, mais d'un autre côté, ton foie, il serait normal. Parce que là, peut-être que les gamma GT élevés seraient peut-être dû à autre chose. Je ne sais pas. Exactement. Mais un marqueur, c'est un marqueur. Ça peut être autre chose. Donc, il faut vérifier. Tout augmente. Ok, bon, ça augmente, mais si ça ne crée pas le problème que tu veux traiter, dans ces cas-là, pourquoi traiter le problème? Pourquoi traiter le marqueur? Voilà. Pourquoi traiter le marqueur qui finalement visiblement a aucun impact? Donc, voilà. Mais c'est vraiment ce que je te disais, un symptôme, un médicament. Un traitement. Et si un médecin ne donne pas les statines parce que il a eu ce symptôme-là, on peut lui reprocher. Exactement. Il peut dire oui, mais il n'avait rien sur les artères. Oui, mais il avait quand même le cholestérol à 10 grammes, c'est quand même 5 fois la norme. Ouais. Et d'ailleurs, on a un témoignage, alors je ne pourrais jamais l'avoir sur la chaîne parce qu'elle ne veut pas être publique, mais on a une personne sur le groupe Carnivore France qui a 10 grammes par litre de LDL et elle a 0 de score au test coronarien. Elle a 0 plaque à l'intérieur d'elle. Oui, bah, c'est la personne qui avait la stéatose hépatique, je sais de qui tu parles. Ah bah voilà. Donc, la même personne. Et qu'il a plu. Voilà. Donc, j'ai déjeuné avec hier. Oui, c'est vrai. Vous étiez 5 ou 6 ou 8, je ne sais plus. Ouais, c'était top. Et donc oui, on a des exemples flagrants, quoi, vraiment, parce que là on est à parce que actuellement, alors ça aussi ça m'avait mis un coup au moral, parce que moi j'étais allé faire des analyses sanguines, et donc moi je suis à 3 grammes par litre, donc je suis dans à un taux normal, on va dire, selon les études qu'on connaît, parce qu'on sait que 3 grammes par litre, c'est... Maintenant, c'est les analyses de laboratoire, ils te disent 2 grammes. Ah bah non, mais moi c'est pire que ça. C'était moins de 1,5. Si tu as plus de 1,5, tu es malade. Sur ma feuille, c'était marqué ça. Moi, c'était 2, tu vois, pourquoi ils ont encore baissé? Ils ont encore baissé. Je l'ai fait il y a 6 mois. Et maintenant, c'est 1,5. C'est moins de... Si tu as plus de 1,5, ils considèrent que tu es en hypercholestérolémie et que du coup, il faut baisser ton cholestérol. Manger des Oreos, ça fera baisser, c'est comme les statines. Ça m'a bien fait rigoler cette étude-là. Le gars, justement, le gars qui a fait le truc des Oreos, c'est lui qui a fait l'étude. C'est lui qui a fait l'étude en la corrélation LDL et plaque d'athérome. C'est le même gars. Et donc, effectivement, si tu veux faire baisser ton cholestérol, mange des Oreos. Et ça sera plus efficace que les statines. Oui, et moi non, je le probablement, parce que c'est du sucre, mais tu n'auras pas, la calcification des artères, ça dépend aussi des statines, hein, et tu n'auras pas tous les effets secondaires de certaines molécules, et ça coûtera moins cher à la sécurité sociale. Exactement. D'ailleurs, alors bon, tiens, on va en parler. C'est pas bien, on va en parler. Si vous avez besoin d'avoir un bon taux de cholestérol pour vos assurances qui sont débiles et qui n'ont pas les bonnes informations, bouffez 2 Oreos avant d'aller faire votre prise de sang pendant 2 semaines. Oui, je crois que c'est aux États-Unis où ils demandent les examens. Ouais. Ah oui, ils les demandent pas en France. C'est des Briches qui en parlaient, je me rappelle. Mais je crois pas qu'en France, ils ont le droit. Je suis pas sûr qu'ils aient le droit en France. D'accord, parce que en fait, ils font ça aux États-Unis, effectivement. Et donc, le truc
quand vous êtes en régime cétogène et que vous avez besoin, parce que votre taux de cholestérol il est trop haut pour les assurances, machin, etc. Et ben il Ouais, leur tu disait cales bon, Oreos, bouffez quelques des petits pains dans Oreos, les voilà, prises de bouffez sang, ouais. des Oreos pendant 2 semaines, allez faire votre prise de sang, après reprenez votre régime cétogène et tout ira bien. Et vous aurez un bateau de LDL et ce sera parfait. Bon, par contre, tu auras les triglycérides qui vont augmenter, mais là, il n'y a pas de problème. Oui, mais bon, voilà, bah, on n'a rien sans rien. Hein. Bon, quand le système est pété, on fait comme on peut avec ce qu'on a. C'est ça. Oui, et donc comme je disais, moi j'étais à 3 grammes par litre de sang et je ne sais pas si tu as cité cette étude-là, mais il y a une étude, alors c'est une méta-analyse, hein, mais qui a été faite sur plein d'analyses qui n'ont rien à voir avec le LDL. Et en fait, ils ont juste fait cette méta-analyse parce qu'ils voulaient voir si le cholestérol était lié à une surmortalité, toutes causes confondues. Et du coup, ça a fait une méta-analyse géante. Alors, faudrait que je te retrouve le lien. Je l'ai J'en quelque ai part. plusieurs sur le cholestérol. Après, j'ai pas forcément retenu les noms, mais il y en a plusieurs sur le cholestérol LDL qui montrent que tu as une espérance de vie augmentée avec plus de Et c'est ça. cholestérol. Tu vois. Et celle-là, elle est gigantesque. Je crois qu'il y a plus d'1 million de participants. Bah parce que, évidemment, c'est une méta-analyse. Donc, ils ont pris plein de données de plein d'études différentes et ils ont juste regardé ce facteur-là. Ils ont dit alors, si on a un DLDL, c'est quoi la surmortalité, toutes causes confondues. Et ce qui était génial, c'est qu'effectivement, bah, ils ont dit que 3 grammes par litre de sang de LDL, c'était la dose optimale pour ne pas mourir de toutes causes confondues. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que si vous avez plus de 1,5 g par litre de sang de LDL, vous avez 0,02, je crois que c'est un chiffre comme ça, c'est un chiffre ridicule, % de chance d'avoir un arrêt cardiaque en plus. Parce que, en gros, c'est ça l'indice d'incidence qu'ils ont conclu avec les analyses à la con. Mais si vous avez 3 grammes, vous avez 20% moins de chances de mourir toutes causes confondues. Ouais, c'est ça. Et, donc, bon, l'un dans l'autre. Voilà, puis tu as aussi une analyse un peu une étude un peu dans le même genre qui avait calculé que l'espérance de vie augmentait de 3 jours si tu prenais des statines sur Ah ta oui, vie. Ouais, le truc qui oui, sert à je rien. l'ai vu ça aussi. Tous les problèmes que tu peux avoir avec des statines, mais à côté de ça, tu gagnes que 3 jours. Donc en fait, c'est rien, quoi. 3 jours sur une vie, c'est presque un bug statistique, quoi. Je veux dire, c'est zéro, quoi. Complètement stupide. T'en prends pas, ça n'a aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. À part empêcher ton corps d'avoir les fonctions normales qu'il Voilà, devrait avoir et l'empoisonner un peu plus avec un parce truc que qui tu auras n'est peut-être pas vécu 3 jours de plus, mais dans quel état? Oui, ben voilà, en plus c'est ça, c'est que le health span va être complètement différent. Alors, je ne sais pas si on a un mot pour ça en français, mais le health span, c'est pas le lifespan, c'est-à-dire ce n'est pas la longévité, c'est pas le nombre de temps où vous vivez, mais c'est le nombre de temps où vous vivez en bonne santé. Bah, ça existe, hein. L'INSEE calcule l'espérance de vie en bonne santé. Ah d'accord, je ne savais pas que ça existait. D'ailleurs, je crois que le mode de calcul a dû changer, parce qu'à un moment donné, je crois qu'on a gagné 10 ans. C'est bizarre. J'avais regardé il y a 10 ans, et j'ai dit, tiens, il y a 10 ans, je crois qu'il mettait 54 ans, comme ça, et du coup, c'est passé à 62 ans. Alors, soit j'ai une mauvaise mémoire, hein, c'est possible que je dise des bêtises. Hein. Mais en tout cas, tu te dis, c'est-à-dire qu'en gros, alors je sais plus quel est l'âge, en gros, c'est 62 ans, 64 ans. En gros, ça veut dire qu'à partir de cet âge-là, tu n'es plus considéré comme étant en bonne santé. Tu commences à avoir des pathologies chroniques récurrentes. Et voilà, c'est pas normal, parce que normalement, une personne saine, vraiment, devrait vivre 100 ans, sans problème, sans avoir de déambulateur, sans avoir de maladies neurodégénératives, en ayant la vivacité d'esprit comme moi à une trentaine d'années. Voilà, donc, ouais, avoir des problèmes à partir de 60 ans, bon, déjà, en plus, ça dépend comment ils calculent, parce que souvent, on commence déjà à avoir des problèmes à 30 ans, on va dire. On commence déjà à avoir des problèmes à 30 ans, puis après à 40, 50, ça s'empire, et puis après, ça s'empire. Et ensuite, à 60 ans, là, tu commences vraiment à atteindre un stade où on considère que tu es plus en bonne santé. Et puis, quand tu meurs à 80 ans, on considère que c'est normal parce que c'est dans la moyenne. Oui, mais bon, c'est pas forcément. Parce que c'est la moyenne actuelle. Par exemple, ce que j'explique dans le bouquin, tu as dû lire, c'était le début. On dit souvent, par exemple, les hommes préhistoriques, oui, mais ils avaient une espérance de vie de 30 ans. Oui, ils avaient une espérance de vie de 30 ans, si tu prends en compte la mortalité infantile. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser l'image des tortues de mer, tu vois, tortues marines. On sait bien que les tortues marines, ça peut vivre plus de 100 ans. Oui. Mais tout le monde a cette image, ceux qui aiment les documentaires animaliers, où tu vois les petites tortues sortir du sable sur la plage et puis aller jusqu'à la mer. La moitié se font dégommer par les mouettes, l'autre moitié par les requins, etc. qui passent, et finalement, on n'a que quelques-unes qui atteignent l'âge adulte. Mais si on devait calculer l'espérance de vie moyenne d'une tortue,
ça serait quoi? Ça serait 10 ans, 5 ans? Parce que Oui, c'est ça. tu T'en as prends pas en 10% compte qui le fait qu'il survivent. y a une mortalité élevée chez les enfants. Bah, c'est pareil en fait pour les hommes préhistoriques. Il y en avait qui pouvaient vivre 100 ans. Je sais que Nina Tejoa explique bien ça par exemple, dans son livre Manger gras, la grande surprise, la grosse surprise. Par exemple des Indiens d'Amérique qui avaient finalement qui étaient assez proches Un régime carnivore. des civilisations plutôt ancestrales, on va dire, par rapport à la civilisation moderne. Et eux, ils avaient beaucoup de centenaires en fait. Mais en fait, notre espérance de vie n'est pas spécialement augmentée ou diminuée. En fait, même à la préhistoire, on vivait déjà à 100 ans en fait. Pour ceux qui atteignaient l'âge adulte et qui ne se faisaient pas bouffer par un prédateur, etc., Oui. et qui ne tombaient pas malades. Donc, voilà, donc vivre 80 ans, c'est pas forcément la normalité. En fait, je dirais plutôt que la médecine a permis de compenser un régime totalement délétère. C'est ça. Voilà, du coup, ça vacille. À un moment donné, ça avait descendu, je crois, pendant le Moyen-Âge, je ne sais plus combien on était. Tu as aussi beaucoup de mortalité infantile. En corrigeant la mortalité infantile, on a augmenté l'espérance de vie à 80 ans. Et finalement, on n'a pas forcément augmenté réellement, en fait. Et on a même diminué, je dirais. Manger de manière ancestrale, c'est pas forcément. Il y en a beaucoup qui disent que non, manger comme avant. Oui, mais avant, on ne vivait pas aussi longtemps. Bah, si, on vivait longtemps. Donc, il faudra peut-être revenir un peu aux bases, tu vois. Et ils n'avaient pas de médecine aussi à l'époque. Hein. Ils vivaient 100 ans sans forcément avoir la médecine à la moderne. Donc, si on pouvait cumuler à la fois une médecine performante et un régime alimentaire performant, là, on pourrait peut-être vivre jusqu'à 120 ans. Donc, mais là, on en est loin. Pour le moment, on a une médecine qui fait que pallier une alimentation dégueulasse, quoi, qui nous détruit. Donc, on stagne, voire même on diminue. Je crois que c'est aux États-Unis, maintenant, l'espérance de vie, je crois qu'elle commence à rediminuer. Je suis pas étonné. Moi, personnellement, dans mon entourage, alors tu vois, c'est pour ça que moi, ça me fait rire quand tu me dis que l'espérance de vie en bonne santé est de 62, t'as dit. Ça me paraît tellement gigantesque. 64, je crois, un truc comme ça, ces eaux-là. Il faut que tu vérifies sur l'INSEE. Déjà, ça me paraît gigantesque parce que moi, dans mon entourage, le nombre de personnes que je côtoie entre 30 et 40 ans qui ont déjà des problèmes chroniques qui sont assez forts. Alors déjà, je connais des diabétiques, déjà 62 ans, ça me paraît gigantesque, tu vois. Oui, mais après, même moi, je suis biaisé. Il faut voir comment c'est calculé parce que par exemple, voilà. Tu vois, c'est un peu comme la carte de. Si t'enlèves les diabétiques. J'ai une carte de priorité parce que j'ai un pied beau. Une carte de priorité. Et j'étais allé voir un peu sur les forums. Des fois, tu as des personnes comme ça qui ont des cartes de priorité parce qu'ils ont des mal de dos, etc. Mais à partir d'un certain âge, on leur enlève leur carte de priorité parce qu'on considère que c'est une pathologie normale pour leur âge. Donc voilà, c'est que il faut voir comment sont calculés les 64 ans, enfin, les pathologies, ils vont dire à 50 ans, si tu as tel problème, mais c'est normal parce que tout le monde a ce problème-là, tu vois. Par exemple, une personne qui en. Après, j'ai pas forcément d'exemple précis, mais une personne qui a une bedaine à 30 ans, qui a un début de diabète à 40 ou 50 ans, on ne va pas forcément dire que tu as un problème, puisqu'on va se dire que c'est la moyenne, donc c'est pas. C'est hors statistique, quoi. Il faut voir comment c'est calculé. Ça me paraît énorme. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit. Parce que oui, en effet, tu as beaucoup de personnes qui disent des problèmes déjà à 40 ans. Donc, oui. Alexis, comment as-tu découvert le régime carnivore? Alors, honnêtement, je ne m'en souviens plus exactement. Non, mais c'est vrai. En fait, je crois qu'à un moment donné, j'ai dû entendre parler 2 ans avant de commencer. Ouais, je me suis dit, et à ce moment-là, je me suis dit, c'est des véganes inversés, tu vois, c'est un peu détaré. Ah bah oui, ça. Et moi, c'est marrant, parce qu'en fait, quand j'étais étudiant, à un moment donné, j'avais étudié l'économie au début. J'ai fait l'économie, du droit et de l'informatique, j'ai tout fait. Et à un moment donné, j'avais voulu peut-être me réorienter en médecine. Et j'étais un peu renseigné sur les forums et tout, je regardais un peu les internes qui parlaient, et j'ai cette image des internes qui parlaient d'une personne qui avait une éclosion intestinale parce qu'elle avait mangé trop de protéines. Donc voilà, quand j'ai entendu parler après du régime carnivore, je me suis dit, ouais, ils vont tous finir avec une occlusion intestinale parce que, bon, trop de protéines, ça crée des occlusions apparemment. Évidemment. Donc ouais, j'ai laissé ça de côté. Et j'en ai entendu parler, bon, pareil, j'ai encore pris un peu plus de poids, donc moi je prenais 2,5 kg par an, j'ai pris encore 5 kg. Et donc je me suis dit, bon, je vais peut-être regarder. Et là, je crois que j'étais tombé sur une interview de. Je crois que c'était Jean-Christophe. Une au bout de 2 ans, une au bout de 5 ans, je crois. Et en fait, c'est ces arguments qui m'ont convaincu. Justement, je t'avais parlé,
tu t'as dit tout à l'heure, le scanner coronarien qu'il avait fait sans aucun problème, le fait qu'il n'y ait pas d'énergie, la digestion est meilleure, etc. Je dis, bon, je vais tester. J'ai plus rien à perdre, hein, j'ai tout testé de toute façon. De toute façon, si je continue, ma mère est en obésité morbide, ma soeur est en obésité morbide, moi j'étais en obésité modérée, je viens juste d'arriver à la seuil d'obésité. De toute façon, si ça continue, je vais finir en obésité morbide. Donc, foutu pour foutu, hein, je suis pas à ça près. Hein. Donc, j'ai tenté le coup. Et c'est là que j'ai vu que ça fonctionnait bien. Et que toutes les promesses qu'on me disait, enfin, qu'on donnait, enfin, en fait, elles étaient toutes vraies, quoi. Et d'ailleurs, c'est très frustrant parce que tu comprends qu'en fait, absolument tout ce que tu as appris en nutrition est faux, en fait. Le sel qui est mauvais, c'est faux, en fait. Comme je disais tout à l'heure, quand tu as un niveau d'insuline qui capte le sodium, qui fait en sorte que le sodium ne puisse pas partir, oui, tu peux avoir une hypertension. Mais quand tes reins fonctionnent bien, quand tu as trop de sodium, ça l'évacue. Donc en fait, tu peux pas avoir trop de sodium. En fait, tu peux manger 20 grammes de sel par jour, ça ne te tuera pas, quoi. Donc parce que il faut que ça fonctionne de nouveau correctement. Et le cholestérol, c'est pas un problème. Tu as des vitamines et des minéraux, tout est dedans, en fait. Hein. On peut dire que la vitamine C, tu risques d'avoir le scorbut. C'est ce que j'explique dans le livre. Le scorbut, c'est pas une carence en vitamine C, c'est une carence en collagène. C'est parce que tu n'as pas assez de collagène. Et en régime glucidique, quand tu ne manges pas assez de protéines, oui, en effet, tu as besoin de vitamine C pour fabriquer du collagène. Mais quand tu consommes du collagène, tu n'as pas forcément besoin de vitamine C autant que ça, tu vois. Donc en fait, moi, d'ailleurs, je mets aussi des analyses de sang. Alors, les analyses de sang ne sont pas forcément les meilleures, et j'utilise pas ça comme argument d'autorité, mais plutôt comme un exemple pour que les gens puissent après faire leurs propres analyses et interpréter leurs résultats. Donc quand on regarde par exemple mes analyses, au bout d'un an et de 2 ans, la vitamine C est clairement dans la norme. Alors que je ne prends pas de citron. Bah oui. Donc, tout ce qu'on apprend sur le fait qu'il n'y a rien dans la viande, etc., c'est des bêtises. Que les graisses saturées, c'est mauvais, c'est des bêtises. En fait, les calories, c'est une bêtise monstrueuse. Ça ne veut rien dire du tout. Ouais. Donc, j'essaie un peu de débunker un peu ça dans mon livre. Un peu, comme ça. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur d'acidifier leur organisme avec de la viande. Ça aussi, c'est des bêtises monstrueuses. Rien que l'estomac, il a un pH de 1. Penser déjà que tu vas manger va changer quelque chose dans ton organisme. C'est n'importe quoi. Donc, en plus, l'indice PRAL, dans PRAL, il y a urine. Enfin, c'est urinaire, quoi. Donc, en fait, on mesure l'acidité d'un déchet, l'urine, pour se dire qu'est-ce qu'il y a dans le corps. Non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, donc, le corps gère les acides, tout ce qui est acide basique, très bien. Hein. D'ailleurs, le pH du sang, je crois qu'il est entre 7,35 et 7,45, c'est-à-dire très légèrement alcalin. Si tu as une variation, tu tombes dans les pommes, tu es dans le coma. Donc, tu le saurais tout de suite si tu avais une acidification de l'organisme. Donc, puis surtout quand tu regardes les aliments qui sont censés rendre le corps plus alcalin, ça remplace le citron. Le citron, je crois que c'est un pH de 2, quoi. C'est hyper acide. Oui, en mangeant du citron, tu vas rendre ton corps plus alcalin. C'est complètement ridicule, quoi. Je veux dire, il y en a, ils ont oublié leur cours de chimie du collège, hein, quoi. J'ai la petite bandelette de pH, tu la mets dans la viande, tu la mets dans le citron, tu vois bien que c'est pas le citron qui va rendre ton corps moins acide. Donc, il y a plein de trucs comme ça qu'on apprend en nutrition et qui sont relayés. Qui font pas sens, mais que. Ouais, mais comme tout le monde dit la même chose, tu dis, c'est vrai, mais tout le bon sens disparaît, quoi. Donc, c'est très frustrant. Au début, tu te dis, t'as l'impression d'être un idiot. Hein. Tu te dis, au début, tu résistes. Hein. C'est pour ça que quand les gens résistent, oui, bien sûr. J'essaie d'être posé et de leur expliquer. Après, je me dis, peut-être résister maintenant, peut-être dans un an ou deux, ils vont se poser des questions. Et voilà, tu résistes et après, tu te poses des questions. Tu te dis, en fait, finalement, il y a quand même du sens derrière, tu vois. C'est une bonne chose quand les gens résistent. Ça veut dire qu'ils s'intéressent, déjà. Donc, c'est déjà une bonne chose en soi. Parce qu'il y en a qui résistent même pas, ils disent tu dis n'importe quoi. C'est une forme de résistance. C'est une forme de résistance. Mais voilà, oui, bon, on va dire la résistance de curiosité est une bonne résistance et la résistance dogmatique n'est pas une bonne résistance. C'est une bonne résistance si la personne essaie de se renseigner par la suite, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Souvent, moi, je suis un peu comme ça, je suis un peu comme beaucoup des personnes qui sont carnivores, d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on y arrive, c'est on a un esprit de contradiction. Moi, j'ai tendance à, quand on me dit quelque chose, que ce soit en une manifestation ou autre, j'ai tendance à partir du principe que c'est faux, à aller chercher, et si au final, j'arrive pas à trouver de véritables arguments qui prouvent que c'est faux, ce gars, c'est peut-être vrai, en ce cas-là, tu vois, et à un moment donné, je prends position comme ça.
Donc, mais bah, j'aime pas trop en fait prendre. Faut pas, le danger, c'est de prendre, enfin, comment dire, de considérer que les choses sont vraies parce que tout le monde le dit, tu vois. La science, c'est pas de la Oui, démocratie. C'est parce qu'une majorité a dit la même chose que c'est ça, tu vois. oui, Et même, pareil, et comme je dis d'ailleurs dans mon bouquin, tu as dû dire peut-être l'introduction, les vérités d'aujourd'hui sont les inepties de demain. Même ce qu'on pense être vrai maintenant, il est possible qu'il y a une enzyme, une hormone, un petit quelque chose qui finalement qu'on connaissait pas et qui va peut-être changer toute la donne. Donc il faut toujours être ouvert, et même si on a compris, on pense avoir compris les choses maintenant, c'est peut-être pas le cas en fait. C'est ça la science. Un vrai scientifique, il se dit pas j'ai compris, c'est ça la vérité. Non, il se dit je cherche la vérité. Il est toujours en recherche de vérité. C'est ça la démarche scientifique, c'est toujours être en recherche de vérité et pas se dire j'ai compris. Parce que dès que tu penses avoir compris, tu passes dans le dogme. Ça devient une loi. c'est ça. Voilà. Donc voilà, je dis Ça ne maintenant peut plus être réfuté. que le cholestérol c'est pas dangereux, etc. Tout le prouve, etc. Mais il est possible, dans un cas très particulier que je ne connais pas encore, ce soit dangereux. Bien sûr. Je ne connais pas encore. Mais pour le moment, rien ne me prouve que c'est pas le cas. Donc il faut Il y a toujours avoir l'esprit ouvert. probablement oui. Oui, il y a probablement une mutation génétique, quelque chose qui Oui, va de toute façon, faire que chez il y en a des quelqu'un, mutations génétiques. bien sûr, D'ailleurs, qui j'en va faire parle que chez quelqu'un une ce d'entre soit elles dangereux. dans mon livre sur le phytostérol, parce que une des formes de cholestérol, le cholestérol végétal, c'est du phytostérol. En fait, ce sont deux molécules différentes qui se ressemblent. Et alors d'ailleurs, avec d'ailleurs avec les oxydés, c'est aussi un des éléments qui peut participer à la stabilité des athéromes. Et justement, certaines personnes, la plupart des personnes assimilent les phytostérols à 1%, alors que certaines personnes peuvent assimiler ces phytostérols jusqu'à 60%. Et là, c'est par exemple des enfants de 5 ans qui peuvent faire des crises cardiaques et avoir des athéromes, tu vois. Donc ça, c'est certaines pathologies qui, en effet, sont peuvent exister et créer des problèmes particuliers qu'ont pas la majorité des personnes. Ça quand on parle de cholestérol, etc., c'est toujours dans la généralité. Il y a toujours des cas Bien particuliers. sûr, Pareil, bien sûr. quand je dis que le sel n'est pas dangereux, il y a Pour des certaines personnes personnes. qui font de l'hypertension, pas forcément due à l'insuline, mais peut-être à d'autres problèmes. Et eux, en effet, il ne faut pas qu'ils prennent de sel, parce qu'ils peuvent avoir un problème. Parce que le sel en lui-même ne crée pas d'hypertension prolongée, mais il peut créer un pic. Et en effet, si la personne a déjà de l'hypertension très élevée, alors si elle a le régime glucidique, ou s'il y a une pathologie particulière, ce pic important de tension due au sel peut créer le pic de trop, tu vois. Donc, c'est toujours des cas particuliers. Et c'est très important voilà. Donc il faut savoir que il n'y a jamais une vérité. Il y a très peu de vérités qui sont vraies 100% du temps, et que Voilà. la science se base sur est-ce que la vérité est vraie la plupart du temps. Voilà. C'est vrai jusqu'à Et preuve c'est du là contraire. où voilà, et c'est là où sur le cholestérol par exemple, c'est totalement faux, c'est que la plupart du temps le cholestérol n'est pas corrélé à des dysfonctionnements et des choses qui vont vous tuer, quoi. Ouais, la différence du cholestérol, c'est que ça, on savait en fait dès le début que c'était pas. Parce que justement, avec l'étude coronarienne du Minnesota, on le savait dès le début en fait, que c'était pas nocif, sauf qu'on l'a caché. Ça C'est autre fait, chose. oui, en fait, ça fait 40 ans qu'on devrait le savoir, Ouais, mais ça ça, fait 40 c'est, ans qu'en fait, qu'on va savoir exactement. oui, et ça, oui, ça, c'est vraiment c'est terrible, quoi, de se dire que ça a été caché, probablement par les grandes industries du sucre. Eh ben, merci à toi, Alexis, d'être venu sur la chaîne, Merci. et, merci d'avoir écrit ce bouquin qui est exceptionnel, il faut quand même le dire. Ce qui est génial, c'est que tout est résumé là-dedans. Donc, la chose pour laquelle ça va me servir le plus, parce que je pense que la plupart des connaissances, je les avais déjà, mais ce qui sert le plus, c'est quand vous avez des gens curieux qui se demandent pourquoi vous faites ça, qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est que cette bêtise et qui pensent que c'est dangereux pour vous. Je pense que le meilleur moyen de les mettre avec une documentation fiable et qui a quand même beaucoup de sources, c'est de leur offrir le bouquin. Comme ça, ils peuvent se renseigner eux-mêmes et ça peut sûrement baisser leur niveau d'anxiété par rapport à votre régime. À noter aussi que, contrairement à. Alors, je sais pas quelle façon tu as de lire. Il y a une préface qui a été ajoutée. Et maintenant, il y a 2 professionnels de santé qui l'ont lu et qui l'ont beaucoup aimé. Et qui, du coup, pour soutenir, ont écrit une préface. Donc, tu as une préface du docteur Laura Brickman, rhumatologue belge,
et une partie aussi de Sophie, qui est sur le groupe, qui est pharmacienne et nutritionniste. Donc tu vois qu'il y a des médecins qui s'intéressent à la chose et qui veulent soutenir ce genre d'initiative. Donc c'est ça que moi je suis pas contre les médecins en fait. Je suis contre ceux qui font pas l'effort d'essayer de se renseigner, tu vois. Parce que tu peux être contre aussi, hein, mais au moins que tu fasses l'effort de te renseigner. Donc voilà, donc il y a quand même des médecins qui font cet effort, qui ont vraiment à cœur d'apprendre et de faire évoluer, de faire bouger les choses. D'ailleurs, je trouve qu'elles sont très courageuses de mettre leur nom sur mon livre, parce que, comme je te dis, c'est pas forcément évident pour elles, je pense. Non, bien sûr, bah, ça les met à risque. Exactement. Mais malgré le risque. Finalement, est-ce que justement, c'est ça que je trouve triste, et que finalement, moi, qui ne suis pas professionnel de santé, qui suis juste, on va dire, un amateur averti, qui me suis beaucoup renseigné, j'ai une liberté d'expression supérieure à des médecins sur des sujets médicaux, ce qui est complètement aberrant, tu vois. Oui. Je peux dire ce que je pense, d'ailleurs, dans mon bouquin, ce que je dis souvent, c'est à la fois un livre de vulgarisation et un essai, parce que je critique sans langue de bois certaines choses que des médecins, malheureusement, ne peuvent pas. Donc, je me considère un peu comme leur porte-parole d'une certaine manière. Donc, en espérant qu'un jour, eux, ils puissent avoir la même liberté d'expression. Parce que pour le moment, c'est malheureusement pas le cas. Et voilà. Bah parce que leur gagne-pain est en danger, quoi, s'ils le font. Et il est actuellement en train d'être lu par Boris Dufournet, donc un neurologue. Et j'imagine que sa femme doit probablement faire pareil, hein, Florence Dufournet, je crois que c'est son prénom, qui est psychiatre. Et pour le moment, il a lu 30 pages, mais bon, ça a l'air d'être plutôt positif. Où les gens peuvent-ils te trouver, Alexis? Alors, à l'arrière du livre, j'ai créé une page Facebook pour ça, en fait, pour que les gens puissent me contacter. Après, je le mettrai en lien alors. Ça dépendra, comme je disais à Loïse, ça dépendra du nombre de personnes qui me contactent, parce que je suis pas coach, j'ai un autre travail à côté, je suis pas médecin non plus. Donc, je peux pas forcément répondre à tout le monde, et s'il y a un problème très particulier, je suis pas forcément qualifié pour répondre. Je fais de la vulgarisation, je dis ce que je connais, mais je peux pas forcément donner des conseils pour des cas particuliers. Il faudra dans ces cas-là qu'il y ait un coach qui soit compétent dans ce domaine, ou éventuellement un médecin, mais en fonction de la demande. Et là aussi, le problème, c'est de trouver des médecins qui sont sensibilisés à ce genre de problématiques. Oui. Il faudrait presque avoir un annuaire médecin cétogène. Je pense qu'on le fera, un de ces quatre. Ouais, ça serait vraiment pareil avec des coachs aussi, parce que les demandes ne sont pas les mêmes. Ils sont complémentaires. Mais après, la plupart du temps, je réponds quand on me pose des questions dans la limite de mes connaissances, de mes possibilités. Tu essaies de répondre au mieux. Oui, c'est ça. Merci Alexis pour cette superbe interview. Merci à toi.